Bonjour à tous et soyez les bienvenus en ce vendredi après-midi sur notre plateau. Sans filtre, avec de l'humour, avec de l'info. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, eh bien cette polémique, cette nouvelle polémique qui ne cesse d'enfler au fil des heures. Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme. Nouvelle phrase polémique hier soir alors qu'il était en meeting à Lyon. Le tribun de la France Insoumise est engagé dans la campagne des municipales, ça on le sait. En fait, il prépare surtout sa campagne à lui, sa campagne présidentielle, avec pour thème central, donc on reviendra évidemment sur cette phrase polémique, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les thèmes qu'il choisit de mettre en avant. La lutte contre le système, la dénonciation des médias traditionnels. En fait, ce sont des ressorts qui nous rappellent qui nous rappellent un certain Donald Trump. On fera l'analyse avec nos spécialistes. Alors nous évoquerons également un dossier industriel sérieux en France, les mauvais résultats de Stellantis. Alors, je vais m'efforcer de vous rassurer, ce sont dans la plupart des cas des dépréciations d'actifs. Alors je sais que le vocabulaire est un peu fumeux. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est. C'est pas de l'argent qui sort, c'est pas décaissable si vous voulez. Alors il n'empêche que ça n'est pas une très bonne année pour Stellantis et que le nouveau patron va devoir se réveiller, peut-être moderniser la gamme et puis donner envie aux consommateurs d'acheter des voitures que je trouve personnellement, Magali, toujours trop chères. Très bien, on en parlera aussi. À l'inverse, la SNCF affiche une belle santé pour la 5e année consécutive. Le groupe ferroviaire est dans le vert. Les bénéfices cette année sont même importants, plus de 1,8 milliard d'euros. De quoi faire baisser les prix du billet de train ? Non, il y en a beaucoup qui aimeraient. Non, ça ne va pas être ça du tout. On vous explique tout, là aussi avec nos experts, avec l'avis de Pascal Perry, qui est évidemment extrêmement précieux. Il y aura du débat aussi. C'est parti. Voilà, c'est donc à la une de l'actualité, la nouvelle polémique qui a été déclenchée hier soir à Lyon par Jean-Luc Mélenchon. Il était en leader, 2000 personnes dans la salle, et il a ironisé sur la façon dont on prononçait le nom Epstein, etc. Alors, une phrase qui a provoqué un véritable tollé. Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme et ça a fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur ce matin sur LCI. Je condamne très fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon et qu'à un moment, l'ambiguïté, les masques doivent tomber. Voilà, on ne joue pas avec des mots comme ça. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai souvent entendu et combattu dans la bouche de Monsieur Dieudonné et d'autres humoristes ou polémistes qui jouent sur cette forme d'ambiguïté pour ne pas nommer les choses, mais on voit bien tout ce qu'il y a derrière et ça n'est pas acceptable. Alors la phrase polémique, on va la réécouter. On précise juste qu'il s'agit de Jeffrey Epstein, le pédocriminel, donc à la tête d'un vaste réseau de trafic sexuel, vous le savez, avec tous ces dossiers qui remontent les uns après les autres et qui provoquent un tollé, une grosse polémique et en tout cas beaucoup de remous dans les classes politiques de beaucoup de pays dans le monde. On précise, nous, à LCI, on prononce Epstein tout simplement parce que c'est comme ça que lui-même prononçait son nom. Voilà, mais ça a donné lieu à cette petite phrase de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein. Hein? Alors maintenant vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Bastien Auger, service politique LCI TF1, Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression de prononcer un lieu commun et de nouveau dans la tourmente. Oui, à gauche et à droite. Beaucoup de critiques dès hier soir, au point d'ailleurs que le leader de la France Insoumise a essayé sur les réseaux sociaux de se défendre ce matin en expliquant qu'il n'y avait absolument aucune connotation antisémite à ses propos et qu'il voulait seulement, je cite, ironiser sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Consternante réaction, dit-il, de ceux qui y voient de l'antisémitisme. Voilà, une défense qui visiblement n'a pas suffi à convaincre le reste de la classe politique, et y compris la gauche. En l'occurrence, écoutez le socialiste Olivier Faure qui était interrogé ce matin par notre équipe. Tous ceux qui se reconnaissent dans les propos de Jean-Luc Mélenchon ne peuvent pas être avec nous sur les listes. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, je suis très triste pour celles et ceux qui ont soutenu sincèrement Jean-Luc Mélenchon et qui étaient loin d'imaginer qu'il pouvait dériver à ce point et qui aujourd'hui sont peut-être orphelins d'une gauche totalement décomplexée par rapport à la droite, mais qui ne peut pas virer antisémitisme.
Quelques réactions à gauche, notamment celle de son ancien camarade Alexis Corbière. Jean-Luc, si tu me lis, écrit-il, un dirigeant de la gauche n'ironise jamais sur la prononciation d'un nom étranger, sous-entendant qu'il y aurait un enjeu politique derrière. Irresponsable, dit Alexis Corbière. Un autre exemple, la patronne des Verts, Marine Tondelier. Non, mais ça va pas. Non, écrit-elle. Vraiment, rien ne va dans ses propos. Ça suffit maintenant. Des propos qui ont donc fait réagir jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui ce matin a opportunément repartagé un discours qu'il prononçait il y a 2 semaines en hommage à Ilan Halimi et où justement il dénonçait l'antisémitisme de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Merci beaucoup Bastien. On reviendra longuement sur le meeting hier de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a eu cette phrase polémique et il y a tous les ressorts dont use Jean-Luc Mélenchon qui nous intéressent éminemment. Quelle est la politique qu'il veut mettre en place avec cette dénonciation des médias traditionnels notamment. Ça nous rappelle un certain Donald Trump. Est-ce qu'il y a du Trumpisme chez Jean-Luc Mélenchon? Vous participerez à l'analyse tout à l'heure. Et puisque l'on parle de politique, Magali, un mot sur les municipales à Paris avec Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, écologiste, place publique, il y en a probablement d'autres, j'en oublie, qui était au Salon de l'Agriculture, le candidat Emmanuel Grégoire qui accuse Rachida Dati de vouloir absolument éviter un débat à la télévision. Donc j'invite Madame Dati à venir débattre. Elle a l'air de le refuser. C'est incompréhensible pour les Parisiennes et les Parisiens, je le crois. Et c'est très irrespectueux au regard des échéances démocratiques de ne pas accepter les débats. Allez, une question maintenant. Les Russes ont-ils envoyé un drone vers le Charles de Gaulle? C'est absurde, dit aujourd'hui le Kremlin. Regardez la réaction de Dmitri Peskov. C'était il y a quelques minutes. La première réaction de Moscou officielle après l'incident d'hier. On va le découvrir. Donc Dmitri Peskov qui trouve tout cela absurde. Un drone, effectivement, s'est approché d'un peu trop près de notre porte-avions hier après-midi. Il a été neutralisé par les Suédois. Les explications de Ryan Genetti. Le Charles de Gaulle était en Suède depuis 24 heures seulement quand un drone est détecté à 10 km. L'armée suédoise intervient. Elle réussit à brouiller puis neutraliser le drone. Selon le ministre de la Défense suédois, il existerait un lien fort entre ce drone et la présence d'un navire russe aux environs. Il y a probablement eu violation de l'espace aérien suédois par un drone en lien avec la présence d'un navire militaire russe. Le Charles de Gaulle se trouve en Suède pour mener des exercices regroupant 30 000 militaires de l'OTAN. Objectif : renforcer la posture de dissuasion et sécuriser la mer Baltique où les Russes sont soupçonnés de mener des attaques hybrides. Notre présence, évidemment, participe à l'effet de dissuasion et de découragement de tous ceux qui voudraient s'en prendre aux intérêts de l'OTAN dans la région. Le drone n'a pas été retrouvé. Une enquête est ouverte par les autorités suédoises pour déterminer la nature du drone, sa provenance et confirmer si sa présence constitue une violation de l'espace aérien. L'ADN va-t-il enfin parler dans l'affaire du petit Émile pour expliquer la mort de ce petit garçon? Des prélèvements ADN ont été effectués sur des dizaines de personnes dans le hameau du Haut-Vernay, là où a disparu le garçon de 8 ans en juillet 2023, Adrien Portron. La piste criminelle est toujours privilégiée. Le mystère du Haut-Vernay jamais percé. La vérité sur la mort du petit Émile se cache-t-elle dans cette nouvelle vaste campagne de prélèvement lancée par les enquêteurs? Des dizaines de personnes sont convoquées par la gendarmerie. Leur ADN va être prélevé. C'est à la fois les habitants, les propriétaires, les locataires, mais aussi les vacanciers, les promeneurs, toutes les personnes qui étaient présentes dans le hameau du Haut-Vernay le 8 juillet 2023 vers 17h15. Pour la famille du petit Émile, ils ne sont pas concernés car leur ADN avait été prélevé déjà depuis longtemps. Cette campagne a déjà débuté et doit durer plusieurs semaines. Une multitude d'empreintes génétiques qui va ensuite être comparée avec 2 autres, retrouvées sur les vêtements du jeune garçon en mars 2024. Des traces ADN inconnues, les enquêteurs n'ont jamais réussi à mettre un nom sur ces empreintes. Une fois que vous aurez possiblement identifié le propriétaire de l'ADN, il faudra identifier la nature de l'ADN, pour autant expliquer en procédure comment cet ADN, comment ce fragment de la personne a pu se retrouver sur ses vêtements. Les enquêteurs privilégient-ils l'intervention extérieure? L'hypothèse du drame intrafamilial n'est pour autant pas écartée. Depuis la disparition du petit Émile en juillet 2023, personne n'a jamais été mis en examen dans ce dossier.
Voilà, ce petit garçon il n'avait pas 8 ans, comme je l'ai dit par erreur, je vous prie d'accepter mes excuses, mais 2 ans et demi. Effectivement. Alors, on vous en parlait dans les titres, la bonne santé de la SNCF avec ce bénéfice quasiment record, donc affiché pour l'année 2025, 1,8 milliard d'euros. Et de quoi se réjouir, bien évidemment. Mais certains usagers sont allés un petit peu trop loin dans les espérances. Ils se sont dit, il va y avoir un impact évidemment sur le prix des billets. Non, pas du tout. Regardez ce reportage de Tiffaine Leproux. Quand on évoque le prix des billets de train sur le parvis de cette gare, votre réaction est unanime. Beaucoup trop cher. Je viens de Chartres, aller-retour 42 €, c'est... Pourtant Chartres, c'est 1 heure d'ici. Nohant-Marseille, j'y vais tous les ans pour le travail et donc les prix ont beaucoup augmenté. Les tarifs n'ont cessé de grimper. En moyenne, depuis 2022, toutes lignes confondues, les prix ont augmenté de 5,5%. Le prix moyen est passé de 43 € à 45,70 €. Ce n'est qu'une partie de la réalité. En effet, dans le détail, la hausse est encore bien plus importante sur les lignes les plus empruntées. Regardez Paris-Bordeaux, par exemple. Les billets se vendaient en moyenne 64 € en 2021, contre 76 aujourd'hui. Une augmentation de 19%. Pourquoi la SNCF a-t-elle encore besoin d'augmenter ses prix, alors que son président vantait les très bons résultats financiers du groupe ? On a trop longtemps sous-investi dans notre réseau ferroviaire, on le sait, un vieux sujet, et donc il faut se donner les moyens de retrouver les voies de l'investissement, et ça a un prix. Et ne vous attendez pas à une baisse des tarifs. Cette année, une augmentation du prix des billets de 1% a déjà été appliquée. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure, et moi je partage l'avis du président de la SNCF, je veux qu'on mette de l'argent sur le réseau et pas sur les billets. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Dans un petit instant, premier grand sujet dans l'actualité aujourd'hui, ce meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir à Lyon. Lyon, c'est pas une ville tout à fait comme les autres, depuis quelques jours en particulier. Et nous nous poserons, Magali, avec Renaud Pilat, avec Elisabeth Martichoux aujourd'hui, avec Bastien Auger, nous nous poserons ces questions. Que faut-il penser des déclarations de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'il y a de l'ambiguïté ? Et surtout, que cherche-t-il ? Dans un petit instant, toujours sans filtre. Bien, nous sommes sans filtre mais pas sans référence. Nous allons revenir aux faits. S'agissant de la soirée d'hier à Lyon, Jean-Luc Mélenchon devant 2000 personnes ironie sur la façon dont on prononce le nom d'Epstein. Epstein, tout le monde sait ce que c'est que l'affaire Epstein. Alors, plusieurs questions. D'abord, que faut-il en penser ? Est-ce que c'est volontaire ? Là, j'ai des messages, vous voyez, sur X, des messages de proches de Jean-Luc Mélenchon qui disent « Mais ce monsieur a été un humaniste pendant très longtemps, il a été laïque, républicain, comment en est-il arrivé là ?» Et puis, on se posera la question, Magali, de savoir ce qu'il cherche, simplement. Exactement, avec les analyses autour du plateau d'Elisabeth Martichoux qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Magali. Ravi de vous retrouver avec Renaud Pilat comme chaque jour. Bonjour Renaud. Bastien Auger, toujours de notre service politique. Bonjour Bastien. Magali Barthès également, parce que c'est aussi important de voir les ressorts de Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette phrase polémique, il y a la façon dont il s'attaque aux médias, dont il s'attaque au système, et on se demande s'il n'y a pas du Trump en Jean-Luc Mélenchon. Et comme vous avez suivi la campagne de Donald Trump, vous pourrez nous en dire davantage. Patrick Canner aussi, en direct avec nous pour une réaction politique. Bonjour, sénateur du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord on va le réécouter, Jean-Luc Mélenchon, hier soir à Lyon, avec cette phrase polémique au sujet du milliardaire, donc Jeffrey Epstein. Alors nous, on va le préciser sur LCI. Pourquoi on prononce Epstein ? Tout simplement, Magali. Parce que c'est comme ça que lui se faisait appeler et c'est comme ça que les médias américains, on a vraiment écouté, on s'est posé nous aussi cette question, les médias américains, quand ils parlent de l'affaire, ils parlent de l'affaire Epstein. Donc il n'y a pas d'agenda politique évidemment à prononcer tel ou tel. Non, les Américains disent Epstein. Et les Américains disent Epstein, exactement. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein, hein ? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Eh bien voilà, non, maintenant tout le monde comprend. Alors avant l'interview politique, quand même, un mot d'analyse. Elisabeth, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon hier soir, on dit mais qu'est-ce qu'il cherche ? Et puis il met la Russie dedans.
Oui, parce que quand il dit ça fait plus russe que quoi? Et il y a ceux qui disent que ça n'est pas antisémite. Je dis pas que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Je dis que je reprends les accusations qui sont portées ce matin. Donc, si c'est pas de l'antisémitisme, c'est quoi? C'est pas une leçon de prononciation. Il s'est pas posé la même question que nous, c'est-à-dire comment les Américains le prononcent, et on va adopter sur l'ensemble de la chaîne cette prononciation. Si ça n'est pas une leçon de prononciation, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment, pour reprendre le titre du livre d'un de nos confrères à propos de Trump, c'est une arme de distraction massive. Il veut faire parler de lui, c'est réussi. Hein? Et d'abord. Ensuite, est-ce qu'il est antisémite ou pas? Laisse aux associations politiques le soin d'eux. En tout cas, il l'instrumentalise à minima. Oui. Ce qui n'est pas pire, parce qu'il n'y a pas plus ignoble que l'antisémitisme, mais qui est d'un cynisme épouvantable. Et enfin, pourquoi? Et je donne ensuite la parole à mon confrère. C'est pour installer l'idée qu'il est le seul antifasciste qui pourra un jour faire écran à l'arrivée de Marine Le Pen ou Bardella au pouvoir. Alors vous, Renaud, vous défendez une position constante. Vous dites, c'est une stratégie construite. Bien sûr, c'est une stratégie très construite. Et pour avoir suivi largement depuis des années les discours de Mélenchon, qui est aujourd'hui le meilleur tribun de la vie politique française. Et d'ailleurs, tous les sympathisants LFI considèrent qu'hier soir, je les cite, c'était une masterclass. Et effectivement, 1h50 de discours préparé, largement écrit, non pas tout le discours, mais avec des fiches. On le voyait très bien lorsqu'on regardait le discours qui était séquencé, l'un après l'autre à partir de fiches. Alors pourquoi il me semble que la stratégie est calculée, méthodique, et hier, effectivement, il y a une accélération, si ce n'est un point de bascule dans le mouvement LFI, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut passer aussi de l'affaire Raphaël Arnaud et de l'enquête à un autre sujet qui est l'affaire Epstein. Et lorsqu'il fait une provocation sur la prononciation, et Elisabeth Martichaud a tout dit, il veut montrer qu'en gros, les médias, l'ensemble de la classe politique, cacherait volontairement cette affaire parce que... On cacherait quoi? Cette affaire, les liens qu'il considère lorsqu'il y a effectivement la prononciation comme ça Epstein, avec des réseaux israéliens, avec le Mossad, et que ce ne serait pas une affaire pro-russe. Parce que voilà, ce qui veut dire... On cacherait ça, le système cacherait ça. C'est le système à la solde d'un complot juif qui cacherait des affaires, alors que l'affaire Arnaud, elle fait la une de tous les journaux. On ne se gêne pas. Donc c'est le deux poids, deux mesures qu'il essaye d'instiller dans cette démonstration qui est suggérée, mais qui est là. Ce qu'on appelle, et je termine juste, ce qu'on appelle le double standard. Et ça, c'est toute la stratégie de LFI, et que pensent beaucoup de sympathisants LFI, c'est qu'il y a un double standard dans le traitement médiatique. Dernière chose, et c'est, me semble-t-il, le plus important. Enfin, on voit ce matin. Qui peut penser qu'Epstein est russe? Non, mais pas. Non, c'est pas ça. Tomber du ciel. Non, c'est pas ça. C'est juif. Non, c'est pas une affaire pro-russe, sous-entend-il, sans le dire, mais c'est une affaire liée au Mossad, liée à des réseaux israéliens. Dernière chose, et c'est me semble-t-il le plus important, ce matin, il plonge le PS, Europe Écologie et le PC dans un piège. Est-ce que certains demandent désormais à la gauche d'exclure les militants LFI des listes municipales? Il veut faire disparaître la gauche en faisant hors LFI, en faisant disparaître la gauche. Eh bien, il veut se retrouver face au RN à la présidentielle. Je pense qu'il sait qu'il ne gagnera pas. Et il passera, du coup, pour le parti antifasciste. Il ne restera plus rien. Il restera le parti antifasciste avec le désordre. Et la stratégie trotskiste, c'est qu'on n'obtient pas le pouvoir par les urnes, mais par le désordre. Le fond de ma pensée, juste, et j'en finis là, c'est que nous aussi, ils nous piègent. Bien sûr. Médias, nous, médias. Oui, nous, médias. D'ailleurs, regardez la façon dont on en parle, on est gêné. On est en tout cas pas tout à fait à l'aise avec la matière, parce qu'elle est extrêmement sensible, en effet. Et on doit se contenter, de mon point de vue, des faits, c'est-à-dire de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Et le public qui nous suit se fera sa propre opinion. On va poser la question. Renner, voilà. Oui, c'est intéressant. Il piège Jean-Luc Mélenchon, l'ensemble de la gauche et notamment le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord?
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon est rentré depuis maintenant quelques années dans une forme de délire complotiste, il n'y a pas d'autre mot, avec une logorrhée absolument haineuse en permanence. C'est sa stratégie. Il pense qu'il sera le réceptacle de tous les mécontentements politiques à l'élection présidentielle de 2027, sa dernière élection potentiellement. Jean-Luc Mélenchon a une horloge biologique. Et cette horloge, elle s'est arrêtée le 10 avril 2022. Il pense que c'est l'homme des 22%. Il pense que c'est le recours. Et son rêve absolu, vous l'avez dit en filigrane, c'est de pouvoir se mesurer à l'extrême droite, Marine Le Pen ou à Jordan Bardella, en estimant que bien sûr il sera battu, mais qu'il pourra ainsi porter son délire visant à créer le chaos dans notre pays à un moment donné. Donc ce révolutionnaire bolivarien en peau de lapin, aujourd'hui, est un homme dangereux pour la République. Moi, je ne parle pas de cordon sanitaire avec M. Mélenchon. Je parle de front républicain qui doit éviter absolument à ce que ce personnage politique puisse accéder au second tour de l'élection présidentielle. Il se comptera avec ses amis, à la gauche responsable, à la gauche social-démocrate, écologiste, de trouver un candidat qui fasse que M. Mélenchon soit derrière. Mais Patrick Caner, bonjour à vous. C'est Elisabeth Martichoux. Vous êtes très ferme. Voilà, vos propos sont sans ambiguïté. La position du Parti socialiste ne l'est pas. Ne l'est pas. Vous ne dites pas, il n'y aura aucune alliance avec LFI au municipal, et il n'y aura aucun rassemblement possible avec LFI dans la perspective où il serait au second tour avec Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez clarifier ? Écoutez, pour ce qui me concerne, et vous le savez, Madame Martichoux, on en a discuté suffisamment ensemble. Moi, je considère qu'il ne peut plus y avoir ni d'accord politique, ni d'accord fonctionnel avec LFI, et depuis bien longtemps. Oui. C'est un parti d'extrême gauche, et la gauche, de responsabilité, ne peut pas pactiser avec un parti d'extrême gauche. C'est eux ou nous. Mais voilà, Patrick Caner, juste une précision, et Bastien Auger, qui connaît parfaitement aussi ces mouvements, avant de lui laisser la parole, une précision. En votre nom, vous souhaitez refuser toute alliance. Vous êtes membre du Parti socialiste. Est-ce qu'il va y avoir, en début de semaine, dans les jours qui viennent, un bureau national, c'est-à-dire la direction du Parti socialiste, qui va acter, au nom de la direction, c'est-à-dire Olivier Faure, le premier secrétaire, qui signera, si je puis dire, aucune alliance devant les Français avec LFI. Et il y a un certain nombre de villes où il y a une alliance avec LFI. Est-ce que, comme le demande sénateur Horizon ce matin, Frédéric Valletoux, vous souhaitez que PS, PC et Europe Écologie excluent des listes les candidats LFI ? Moi, je souhaite très clairement que le PS fasse le ménage dans ces villes. Je dis bien fasse le ménage dans ces villes où il y a pu avoir un accord local. Ah bon ? Ces élections municipales sont des élections qui ont un caractère national. Ce sont les dernières élections, avec les sénatoriales de 2026, qui précéderont les élections présidentielles. Donc, il ne peut pas y avoir de tergiversation. Aucun accord, ni de premier tour, ni de second tour. Je ne veux pas que le logo du Parti socialiste, de près ou de loin, soit mêlé au logo de LFI. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Vous savez, moi, je suis dans l'opposition à la majorité du Parti socialiste, et cette opposition s'est construite sur alliance ou pas alliance avec LFI. Et le congrès de Nancy, notre dernier congrès politique, notre désaccord fondamental, c'était que, autour d'Olivier Faure, il y avait la possibilité d'accord sur les municipales. Eh bien, moi, je dis non. Et tous les événements qui viennent de se produire sur la Jotte Garde, sur Raphaël Arnaud, sur, effectivement, cette dérive absolument honteuse d'hier soir, me confirment que nous ne pouvons pas travailler avec LFI, que LFI se compte, mais que nous soyons forts sur nos convictions et sur nos valeurs. La gauche socialiste, la gauche social-démocrate, ce n'est pas celle de l'extrême gauche portée par Patrick Caner. Question Bastien Auger. Ça peut être la provocation de trop, parce qu'on a vu la direction du PS, effectivement, la semaine dernière, être beaucoup plus ambiguë sur les rapports à tenir avec le LFI. Oui, c'est sûr que Olivier Faure est quand même sur une ligne de crête très compliquée, parce qu'à la fois il y a un intérêt électoral qui fait que parfois ils ont besoin de ces alliances. Donc là, on attend quand même de savoir clairement ce que va dire Olivier Faure, est-ce qu'on laisse tomber en effet l'alliance dans cette trentaine de villes dont on a parlé. Il y a aussi la question des seconds tours, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais entendre Patrick Caner aussi, parce que c'est une chose
Patrick Caner de dire au premier tour, c'est très clair, pas d'alliance, on travaille pas ensemble. Est-ce que vous faites partie de ceux dans votre camp qui disent quand même, s'il y a des duels LFI, RN, il faudra aller voter LFI parce que Front Républicain, ou est-ce que vous allez plus loin que ça en disant, nous, c'est ni, comme le dit une partie de la Macronie, par exemple? Moi, c'est très simple. C'est qu'on ne perd pas le sens de ses valeurs, de ses convictions, par des accords électoraux. Une ville, même si elle est importante, ne justifie en rien que nos convictions soient balayées d'un revers de main. Et moi, je me prépare à l'élection essentielle qui est celle de l'élection présidentielle. Je ne veux pas qu'à l'élection présidentielle, vous ne répondez pas tout à fait. Sur les municipales, Bastien vous a interrogé sur le second tour des municipales. Vous dites pas d'alliance. Pas d'alliance, pas de fusion, ça c'est très clair. La question, c'est est-ce que si la question se pose, il faut choisir entre la France Insoumise et le Rassemblement National, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, nous verrons bien si ce cas existe. Ce que je sais, c'est que je ne souhaite absolument pas que nous puissions être, d'une manière ou d'une autre, dans une proximité avec... Mais s'il y a Patrick Caner, honnêtement, les gens qui nous regardent, les électeurs ont besoin de savoir... vous dites, s'il y a des hypothèses, mais avoir des valeurs, en tout cas avoir un positionnement politique, c'est le dire maintenant. Bastien Rougier a raison. En cas de duel, et il peut y en avoir, les sondages le disent, entre RN et LFI, que faites-vous? Enfin, écoutez, je ne connais pas de cas, à moins que vous disiez le contraire, où il y a des risques de duel au second tour LFI, RN. Voilà. On va pas tourner autour du pot. Il n'y a pas de position. Non, mais attends, Renaud, vous voulez pas répondre à la question, c'est normal, peut-être qu'il n'y a pas de cas de figure, mais... Non, mais... Attendez, on va pas vous la reposer 10 fois avec des mots différents, où vous nous dites on s'abstient, où vous nous dites on appellera à voter LFI, ou on appellera à voter RN. Enfin, il y a 3 formules, il n'y en a pas 4. Hein. Je ne connais pas de cas, d'accord. Nous verrons bien le 15 mars, où le RN serait en concurrence avec LFI. Soit, d'accord, monsieur Canard. Alors, il y a un autre aspect qu'on voulait évoquer, il y a cette phrase polémique, bien évidemment, mais il y a le côté peut-être trumpisation de cette vie politique en France, et notamment du côté de la France insoumise à travers Jean-Luc Mélenchon. Il y a des ressorts qui nous rappellent étrangement la campagne présidentielle de Donald Trump, que vous avez suivi d'ailleurs, Magali, avec ces foules de fans qui remplissent les salles, avec ces ressorts contre le système, avec ces ressorts contre les médias traditionnels. L'État profond. Mais il n'y a pas les foules qu'il y avait devant Trump, hein. Non, il n'y a pas les foules. Mais il y a certes 2000 personnes qui ont applaudi à tout rompre. C'est vrai qu'il n'y a pas les Césars. Mais à l'intérieur, un public extrêmement conquis et assez fervent. Voilà. C'est ça qui est important. Oui, c'est la ferveur qu'on a reconnue. Contre les médias, écoutez encore ce qu'il a dit hier soir. Jean-Luc Mélenchon, donc. Alors ils disent que c'est moi qui ai un problème avec eux. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui ont un problème avec moi, si j'en juge d'après ce que je lis. Je ferai, mes camarades feront les conférences de presse qu'ils veulent, en invitant qui ils veulent, quand ils veulent, sur les sujets qui leur conviennent. Et rien ne nous oblige. Vous n'avez aucun pouvoir. Foutez-moi la paix. Est-ce que vous retrouvez des accents trumpiens? C'est-à-dire que oui, aux États-Unis, on aurait pu mettre Trump jusqu'où ira la provocation. Évidemment qu'il y a une volonté de se présenter comme le candidat anti-système. Ça a été la base du Trumpisme, contre des élites, des médias mainstream. Ça, on l'a beaucoup entendu, qui mentirait à l'État, au véritable peuple. Et c'est vrai que les meetings de Donald Trump, c'est très saisissant parce que il commence très souvent en faisant se retourner la foule vers la tribune presse et en huant les médias. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Il fait une revue de presse. C'est-à-dire qu'il cite les journaux en disant « vous avez dit ça, elle a dit ça ». Vous êtes bon, CNN, voilà. Il y en a. En fait, il choisit, il distribue les bons et les mauvais points. À la Maison-Blanche, c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont certains médias dont il estime qu'ils ont une couverture qui ne lui convient pas, qui sont exclus. Mais question, Magali, est-ce qu'il l'a fait à son profit? Est-ce que finalement, j'ai envie de vous demander, ça marche ou ça marche pas auprès de l'opinion? Bien sûr que ça marche. Il y a une volonté quand même de se présenter comme le candidat anti-establishment, avec le bruit, la fureur, la provocation permanente. Et des relais, Magali, parce qu'il avait Fox à son service, une chaîne,
il avait créé et il avait Elon Musk qui a mis X, donc le réseau social. Il a créé son propre réseau social. Donc il avait des relais très puissant. Mais c'est vrai qu'il y a chez Trump quelque chose qui frappe vraiment, qui explique sa montée au pouvoir, c'est sa volonté d'être dans la provocation, d'être disruptif, de dire, d'être politiquement incorrect, de ruer dans les brancards en permanence. Et alors, oui, il n'y a aucun antisémitisme évidemment chez Donald Trump, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ses déclarations sur les migrants, criminels, violeurs, qui mangent des chats. Qui mangent des chats, oui. Vous vous souvenez de ces déclarations-là. Et donc c'est une volonté, et c'est comme ça, et c'est le ressort du Trumpisme, volonté de maîtriser, d'être au cœur de l'agenda médiatique. C'est-à-dire, toutes ces sorties, il est certain qu'on les commente sur tous les plateaux télé américains. Donc en fait, il fait l'agenda. Ça, c'est très net. Peut poser à Bastien, Jean-Luc Mélenchon prend des initiatives. Mais à la différence de Trump, d'abord, il n'y a pas d'adhésion massive de la population, et puis il y a un vrai risque de fracturation, y compris avec ceux qui étaient ses alliés ou ses anciens alliés. Oui, on l'a vu avec Olivier Faure et Marine Tondelier, en effet, qui se sont de plus en plus mal à l'aise quand même quand ils voient les propos de Jean-Luc Mélenchon. Juste sur le côté discours anti-média, il y a bien sûr la part de stratégie, il faut voir aussi qu'il y a quelque chose de très sincère chez les Insoumis qui qui ont le sentiment qu'ils sont persécutés par les médias, et c'est pas un hasard si Jean-Luc Mélenchon fait une heure, vous vous rendez compte de discours là-dessus hier. Mais les électeurs de Trump en sont convaincus. Et il surfe, Jean-Luc Mélenchon, aussi sur, il faut le dire aussi, un discours anti-média qui en fait est très partagé dans l'ensemble, dans la vie l'opinion politique. Et d'ailleurs qui est poussé à son extrême par Jean-Luc Mélenchon, mais dont on a vu des exemples dans tous les partis, à l'extrême droite, et même parfois chez les macronistes, il faut aussi le dire, même si là c'est poussé à l'extrême. Et c'est pour moi basé sur plusieurs ressorts. D'abord sur le fait qu'ils se disent que finalement les seules personnes que les Français détestent plus que les politiques, c'est les journalistes. Et donc voilà, ils disent que électoralement c'est pratique. Alors pour une raison qui est que oui, les journalistes sont critiquables évidemment, et il s'agit pas là de dire qu'on fait tout bien et que on n'est pas objet de critique, mais là ça prend un tour supplémentaire où on va jusqu'à faire huer des titres de presse un par un dans les médias, et surtout on en vient à se poser la question de restreindre l'accès aux médias. Alors là, on fait huer des journalistes nommés. On est un peu jugé parti forcément, et donc on essaie de garder notre neutralité, mais voilà, il faut bien voir qu'il y a une distinction à faire entre critiquer le travail des médias, ce qui est tout à fait le droit des politiques, et ça fait partie du débat public, et les restrictions d'accès à la presse. Ne comptez pas. Bastien, il va même plus loin. Hier soir, il a fait huer des journalistes en les nommant. Et lorsque vous nommez un journaliste ad hominem, mais vous savez très bien que dans les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui plus que jamais le terrain de combat de la campagne municipale et présidentielle. On disait Twitter va un peu c'est énorme, notamment les sympathisants LFI. Hier soir, il a nommé des journalistes, donc il y a vraiment un cran plus loin. Vous vous rappelez de Nicolas Sarkozy, dernier meeting avant le second tour de sa deuxième présidentielle, il fait nommer un journaliste de TF1 qui tourne le dos à ce moment-là pour faire un duplex, il le fait huer. Donc je ne veux pas relativiser par là, mais je veux dire que, c'est une pratique, vous l'avez laissé entendre d'abord, qui revient de loin. Jean-Luc Mélenchon a toujours été agressif, ou très souvent agressif avec des journalistes. Et enfin, n'oublions pas que tout cela est lié à l'affaire d'Orange. Je disais arme de distraction massive. De Quentin, c'est pour distraire des accusations qui sont portées par ailleurs et qui, celles-là, sont pas liées à l'antisémitisme. Et on en parle moins, Elisabeth, vous avez raison. Mais parce qu'on en parle moins, parce qu'on attend de nouveaux résultats de l'enquête, parce que Raphaël Arnaud, le député LFI, lui, est totalement silencieux, du coup, on dit plus ce matin, tiens, quelle est la responsabilité de LFI dans la mort de Quentin Durand. Ne comptez pas sur nous, en tout cas ici, pour engager un dialogue avec Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas là pour lui répondre, on est là, comme on le fait aujourd'hui, pour apporter des éléments de fait, une fois encore, et puis vous proposer des éléments de décryptage que vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre, Bastien. Oui, juste sur l'aspect distraction, on peut quand même s'interroger si jamais il y a une telle stratégie sur l'efficacité, parce que il faut quand même remarquer que Jean-Luc Mélenchon, qui assure être le meilleur rempart contre l'extrême droite, a donné une occasion en or à Jordan Bardella de dire qu'il était lui-même le Front républicain. Et ces derniers jours, on recommençait à parler un petit peu des affaires du Rassemblement national, de cas de collaborateurs du Rassemblement national qui avaient été épinglés eux-mêmes pour des propos nazis. Donc
ça revenait dans le débat public, tout cela. Et là, Jean-Luc Mélenchon, quand même, remet une pièce dans la machine contre lui. Donc je ne sais pas si ça va être productif en termes purement stratégiques. Un danger pour la démocratie, Patrick Kanner, est-ce que c'est de nature à fragiliser le bien commun, enfin, l'espace que nous avons, l'espace de dialogue et d'échange libre, sans contrainte que nous avons? Vous venez de toutes et tous de dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est la brutalisation, l'exaltation, effectivement, de la brutalité médiatique. Mais tout ceci est calculé, tout ceci est assumé. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, dont le seul objectif, ainsi que les filles, c'est d'assurer sa présence au second tour de l'élection présidentielle. C'est pas de savoir si 85% des Français le détestent. Le problème, c'est les 15% qui restent. Et il veut effectivement s'appuyer sur ces 15% pour pouvoir effectivement passer cette barre qui sera très basse pour le deuxième candidat qualifié, puisque malheureusement aujourd'hui, et il faudra combattre l'extrême droite aussi à le moment venu, en tout cas pour nous c'est en permanence, mais voilà, son objectif, c'est de capter par ses excès, par ses outrances, un électorat et de le fidéliser autour de lui, donc dans une sorte de gourou sectaire qui pense pouvoir être jusqu'en 2027. Merci Donc, Patrick Kanner, merci beaucoup. Merci en tout cas, ça a été très clair. Merci Patrick Kanner d'avoir réagi en direct dans notre émission. Juste une dernière réaction, on le disait, pluie de réactions à la phrase polémique donc prononcée hier. On a commencé par ça, par Jean-Luc Mélenchon. La dernière en date, c'est François Hollande. Regardez cette réaction via son réseau social. Les abus de langage traduisent souvent les dérives de la pensée. Donc François Hollande, ancien chef de l'État, pense aussi que c'était une phrase antisémite. Oui. La dernière phrase du tweet de François Hollande, c'est de dire « Désormais, chacun doit prendre ses responsabilités ». En creux, ça veut dire il demande également à la direction du Parti socialiste, à Olivier Faure, à Marine Tondelier et au chef du Parti communiste de prendre ses distances, y compris au premier et au second tour, de faire un choix en tout cas, avec LFI. On doit désormais en tirer les conclusions. Merci Renaud. Et puis Bastien nous rappelait tout à l'heure que le président de la République a reposté des éléments de discours prononcés il y a quelques jours sur ces questions-là. Exactement. Vous restez avec nous. Courte pause. On va parler de Stellantis. À qui la faute? Une perte colossale de 22 milliards d'euros. Faut-il se tourner vers Bruxelles? Faut-il se tourner vers l'ancien patron, Carlos Tavares? On en parle, on en débat tout de suite. Voilà un bilan industriel sans filtre, puisque c'est le nom de cette émission. Ce sont les résultats de Stellantis. Alors vous voyez ce que c'est que Stellantis, c'est l'ancien Peugeot, puis il y a une branche américaine, il y a Chrysler, il y a Jeep, et puis les Italiens. Et donc on apprend hier que le bilan de cette année, de l'année dernière plutôt, est mauvais, 22 milliards d'euros de pertes. Alors c'est ce que je lis souvent dans la presse, on va ajouter quand même un ou deux éléments pour préciser les choses. Ce sont dans la plupart des cas des dépréciations d'actifs. C'est-à-dire que ça n'est pas de l'argent qui sort, qui est décaissable pour l'entreprise. Il y a une partie de cash qui va s'évaporer, évidemment, pour 6 milliards et demi, à peu de choses près, mais le reste, ce sont des dépréciations d'actifs, c'est-à-dire que l'outil industriel s'est affaibli, les stocks doivent être dépréciés, parce qu'on n'arrive pas à vendre les voitures, elles sont sur des parkings, et donc, on solde la séquence Tavares. Alors, je sais qu'on va parler de Tavares. J'ai bien compris ce que vous me disiez. Et je voudrais vous rappeler, faire un petit saut dans le temps, en arrière. Quand Tavares prend les rênes de l'entreprise, elle est en situation de coma dépassé. Peugeot va très 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 mal. Il va redresser Opel, qui est une des marques du groupe. Il va faire Stellantis, etc. Donc c'est toujours très facile, de se retourner et puis de cracher sur le passé. N'oublions pas ces éléments-là. Peut-être qu'il faut trouver d'autres explications, dont la pauvreté du marché de l'électrique. D'accord. Donc, à qui la faute? Donc, il y a le marché, vous dites, et peut-être l'Europe, certains en parlent. Sans doute. Il y a peut-être Carlos Tavares. Moi, d'accord, je comprends, on va dire, je ne sais pas si c'est un tour de passe-passe, moi je retiens quand même ce chiffre de 22,3 milliards d'euros. C'est pas anodin, c'est pas une paille, c'est une mauvaise nouvelle quand même. Donc à qui la faute? Donc Benjamin Coria nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Professeur émérite à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes atterrés. Et donc on le sait, et c'est le nouveau patron de Stellantis qui le dit. Il fallait revoir l'héritage de Tavares. Est-ce que c'était un désastre, cet héritage Tavares?
un tel désastre qu'il a fallu en passer par là, par ces 22 milliards de pertes? Écoutez, bon, d'abord, je rends des points à Pascal Perry. C'est une pratique habituelle, lorsqu'un nouveau manager prend les rênes d'un groupe, de faire passer le maximum de choses sur son prédécesseur. Donc, on nettoie le bilan. Voilà, on nettoie le bilan. Néanmoins, il n'y a pas que ces 22 milliards qui est un chiffre énorme. Hein. Je veux dire, on peut pas mettre 22 milliards sur le dos du prédécesseur sans raison. Bon, si on ajoute à ça d'autres chiffres, par exemple que le résultat opérationnel est négatif, ça veut dire que ils perdent de l'argent tous les jours. C'est ça que ça veut dire. En produisant, ils perdent de l'argent. Voilà, ils perdent de l'argent. Si on ajoute que le free cash flow est aussi négatif. What is it? Alors, c'est quoi ça? What is it? Free cash flow. Alors, le free cash flow, c'est ce qui reste une fois que l'ensemble des opérations positives et négatives ont été passées à disposition du groupe. Oui. C'est le cash. C'est le cash. La trésorerie disponible. Vous ne pouvez pas parler français, là, les uns les autres? Ah, mais non, parce que c'est la trésorerie disponible. Et le cash, voilà, Elisabeth. C'est le cash. Le cash. Oui, c'est dans le ça dictionnaire, le cash. Ça va. Pas et négatif. Et négatif. Bon. Donc, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Hein. Mais Benjamin, est-ce que malgré tout, ça s'explique pas aussi par des tendances de marché? Moi, je suis complètement affolé de voir que l'année dernière, on a vendu moins de voitures qu'en 1974. Oui. De voitures neuves, hein, 100 ans. Oui, non mais... Mais parce que c'est trop cher, Benjamin. Oui. Les voitures sont trop chères sur le marché. En particulier celle qu'a fabriquée Tavares. En particulier. Parce que... Alors maintenant, il faut parler de la stratégie Tavares. Juste comme ça, hein, il a été 3 fois homme de l'année. Hein, dans les cercles automobiles. Absolument. Avant d'être aujourd'hui mis au pilori. Alors, pourquoi il a été homme de l'année et pourquoi aujourd'hui Stellantis paye si cher sa politique stratégie? Parce que sa politique, c'était pas n'importe laquelle. Ouais. Tavares, c'est un élève, si j'ose dire, un proche en tout cas de Carlos Ghosn. C'est-à-dire, encore un terme anglais, un cost killer. C'est-à-dire un type qui coupe les gens les dépenses. De l'argent en coupant tous les coûts. Hein, et on va voir. Hein, les coûts de production. Les coûts de production. Les coûts des sous-traitants, les coûts des centres de recherche. Aujourd'hui, Stellantis est en train de recruter à nouveau des ingénieurs que Tavares avait licencié. Et donc, non seulement il a coupé tous les coûts, si je peux dire, mais il a aussi augmenté les marges, donc vendu les voitures à des prix astronomiques. On est arrivé, pour certains modèles de luxe, à vendre les voitures avec des marges de 14%. Ce qui est énorme. Alors, dans ce métier, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Ouais. La moyenne dans ce métier, comme vous dites, c'est 4 à 5%. C'est ça. 14%, c'est les marges d'Hermès. C'est les marges d'Hermès. C'est les marges des groupes de luxe. Exactement. Gucci, exactement. Hermès, j'en cite plusieurs. Ah, il sait de quoi il parle. Donc, Gucci va pas très bien. Je peux poser une question, professeur. Une question. Pourquoi la stratégie du coût élevé de la voiture? Pascal nous disait, elle coûte très cher, les voitures Stellantis. Pourquoi cette stratégie? Les Renault aussi. Non, mais elle coûte très cher parce que la normalisation sur la sécurité, sur tout ça, a eu tendance à augmenter, et parce que le coût du passage à l'électrique a aussi augmenté. Mais plus les marges, donc. Mais comment? Plus les marges. Donc non, parce que les marges, c'est ce qu'on décide de mettre en plus. D'accord. Vous voyez? Donc il y a eu une tendance. Les politiques de prix, c'est une décision de l'entreprise. Voilà. À la fin, c'est le consommateur qui paye. Oui, à la fin, c'est le consommateur qui a payé. Y compris la marge. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que il a été homme de l'année. Parce qu'il a versé, par exemple, en 2024, 18 milliards de dividendes. Vous n'êtes pas d'accord avec ce prix, vous, hein? Comment? Les raisons du prix, vous les contestez. Ah ben bien sûr. Il a été homme de l'année pour des mauvaises raisons. Exactement. Je pense qu'il y a eu un peu un aveuglement, mais un aveuglement doré. Hein, parce que 18 milliards versés, il aurait pu les utiliser. Ben évidemment, il aurait pu investir pour baisser les coûts. C'est là où on n'est pas d'accord. Je vais finir sur un dernier point. L'une des raisons pour lesquelles Stellantis paye aussi cher la politique passée, c'est pas le cas de Renault, hein. C'est pas le cas de Renault. Renault va plutôt bien, gagne des parts de marché, a des modèles fabriqués en France, la Kangoo, la R5, etc., qui gagnent des parts de marché qui sont lucratives. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la stratégie de Tavares. Mais vous savez, il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a pas le même actionnariat de Renault et de vous savez, Stellantis. Renault était public.
Mais ça fait longtemps qu'ils ne sont plus. Renault, vous racontez n'importe quoi. Pardonnez-moi, vous appelez Renault, mais vous racontez, c'est la nuit des temps. Non mais d'accord, mais il n'y a pas la même profitabilité. Mais non, mais attendez, Benjamin. C'est bien ça le problème. Mais non. Si je peux avoir un mot pour... Vous m'avez attaqué, là. Si je peux avoir un droit de réponse... Qu'on ait un petit débat rapide là-dessus. Renault a eu le génie des modèles, des nouveaux modèles, alors que Tavares avait beaucoup de qualités industrielles, mais peu d'appétit pour le marketing. Et vous savez comme moi que c'est toujours des cycles, l'économie. Une marque disparaît un peu, et puis revient, et puis elle s'affaisse, et puis alors, etc. Tout ça, on doit le prendre en compte. Oui, mais si vous voulez, ça va au-delà du marketing. Parce que le marketing, c'est une manière de rendre un produit attirant, je peux dire. Là, c'est des choix de produits. Et comment dire, je tiens cet argument du journal Les Échos, qui est quand même pas, vous voyez... C'est pas une bible marxiste. Voilà, c'est pas une bible de l'extrême gauche, vous voyez, bon. Mais un très bon journal. Et oui, sur les aspects techniques, est un très bon journal. Moi, il y a un certain nombre d'éditoriaux sur lesquels j'ai beaucoup de réserves, mais sur les aspects... vous n'êtes pas libéral. Non, je ne suis pas atterré. Vous êtes atterré. Je ne suis pas libéral. Mais sur le plan technique, oui, ils fournissent toute une série d'informations qui sont... Donc ça n'est pas un journal atterrant. Allons-y, ça n'est pas un journal atterrant. On peut le lire. Oui. Ah, mais non seulement on peut, mais on doit. Moi, j'y écris, donc je ne veux pas vous dire le contraire. Une tribune. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent alors? Ce qu'ils disent, c'est que au lieu de considérer avec sérieux le passage à l'électrique, c'est-à-dire que ça supposait des modèles conçus complètement différemment, dans des logiques de mobilité complètement différentes, il a juste mis de l'électrique dans des modèles traditionnels, qu'il a quelquefois en plus un peu enjolivé pour les vendre plus cher, et donc il a complètement raté la transition électrique. Alors, on a souvent dit qu'ils étaient pionniers sur l'électrique, ils étaient pionniers sur des moteurs électriques, mais pas sur le concept de voiture. Renault, écoutez Carlos Tavares quand même. Renault voulait répondre. Mais Carlos Tavares, on l'écoute. Attendez, et il était chez je m'incline. Il était chez David Pujadas au mois d'octobre, il parlait de cette électrique. Pourquoi? Alors c'était son explication à lui. Pourquoi ça a échoué en France? Tout simplement parce que les Français, ils n'avaient pas assez d'argent. Si, Benjamin, ça a échoué. C'est en cours. Juste oublier un petit détail, c'est qu'en imposant une technologie extrêmement chère, on a provoqué l'impossibilité pour la classe moyenne d'acheter ces voitures. Et donc si la classe moyenne n'achète pas les voitures électriques, il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de bénéfice pour la planète. Et donc ça, c'est une erreur évidemment fondamentale. La deuxième, c'est que vous avez 1,3 milliard de véhicules thermiques en circulation sur la planète. Et on n'a jamais dit ce qu'on allait faire de ce 1,3 milliard. Donc ce qui est le plus urgent, c'est d'enlever de la route les véhicules les plus polluants, les plus anciens, et les remplacer par des véhicules plus vertueux, quitte à ce qu'ils ne soient pas simplement électriques, il faut simplement qu'ils soient vertueux. Mais pour ça, il faut être pragmatique, il ne faut pas être dogmatique. Il faut être pragmatique et pas dogmatique. Il avait peut-être été un peu trop dogmatique, et il avait oublié peut-être la réalité du marché. L'État a été dogmatique. L'Europe. Après, voilà. Mais il a raison, Pascal. Moi, il y a quand même un éléphant dans la pièce, comme on dit. Oui. Mais l'Europe, qui a fait un tête-à-queue sur l'imposition ou l'obligation de ne faire que de l'électrique. Il avait donné une date, il est revenu dessus, sous la pression d'ailleurs des constructeurs, qui sont en partie responsables du retard. Enfin, bref, l'Europe et les constructeurs français, pas seulement, mais en Europe, il se trouve que nous en France, on a 2 constructeurs. Il y a beaucoup de pays qui n'en ont plus, donc il faut les sauver, il faut les cajoler. Mais encore une fois, là, il y a eu un problème de calendrier européen qui a quand même de mauvaise anticipation, Elisabeth. De mauvaise anticipation. Parce que les politiques ont pensé que parce qu'ils le décrétaient, les Européens allaient acheter des bagnoles électriques. Non. Eh bien, Benjamin, la réponse c'est non. Mais attendez, si je peux dire un mot. C'est l'idéologie. Je vais revenir là-dessus. Sinon, je vais déjeuner. Hein. Alors, allez-y. Non, mais alors, vous avez. Non, mais vous avez. Non, mais un peu d'humour, Oui, non, on est. Elisabeth, vous inquiétez pas, on est habitué. D'ailleurs, il a le casse-croûte qui est prêt sur la tablette. On aimerait bien avoir son avis aussi. Deux points. Il y a effectivement la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau de la dette, c'est les droits américains qui effectivement ont coûté les droits de douane, qui ont coûté 1,4 milliard à Stellantis en 2025. Et puis deuxièmement, j'abonde sur ce qu'a dit Elisabeth. En Europe, et les groupes industriels et l'Europe, tout le monde s'est planté. Tout le monde s'est planté, lamentablement. Les résultats de Mercedes, catastrophiques. Pas bon. Porsche,
Porsche qui abandonne les véhicules électriques, Volkswagen, résultat catastrophique. Et c'est pire que chez nous. Le cœur de l'industrie allemande, c'est l'automobile. Si vous ajoutez l'invasion des véhicules chinois, la Chine veut détruire l'industrie automobile européenne et ils sont en train d'y arriver. Ça va être un échec, un problème social majeur. Et on voit dans certains Länder allemands, ça a des conséquences politiques parce que notamment l'AfD monte là où les usines automobiles ferment. Absolument. Donc l'électrique, tout le monde s'est planté. Tout le monde pensait que ça allait être le Graal. Eh bien, le problème, c'est que l'Europe ne produit pas assez de richesses. L'Europe n'a pas assez de salaires élevés, contrairement aux Américains. Les Européens n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques. Ça coûte une fortune. Or, les classes moyennes sont en train de se paupériser. Yves Cara est également en direct avec nous. Bonjour, porte-parole de Mobilité Club France. Vous écoutez notre débat. Il vient d'où ce problème de l'électrique? Pourquoi on n'y arrive pas alors que les Chinois y sont parvenus, par exemple? Oui, mais les Chinois, ils n'ont pas de pétrole, ils ont toutes les terres rares, ils ont 20 ans d'avance et il n'y a pas les mêmes normes. Et des subventions publiques. Et des subventions publiques, donc il ne faut pas se comparer. Hein, et ils gagnent 800 € par mois. Et voilà, tout à fait. Mais parce qu'on souhaite en Europe, beaucoup moins cher, etc., etc. C'est des innovateurs. Donc, faut pas se comparer. Maintenant, bon, juste pour parler de Stellantis, c'est vrai que ce sont des pertes abyssales qui viennent après plusieurs années de très beaux bénéfices, mais qui ont peut-être masqué des investissements qui n'étaient pas là. Ça a fait un effet feu de paille, 100% de télétravail, on supprime tous les bureaux, ok, on réduit les coûts, cost-killer, mais au niveau des investissements, c'était pas ça. Ils sont certainement, et Carlos Tavares le disait, on va m'obliger à fabriquer des voitures que les gens n'achèteront pas. Il est allé très vite, certainement trop vite, envers et mais ça a été le meilleur élève de la classe, Yves Cara. Oui, mais ça a été le meilleur et le plus rapide. Oui, mais il faut un peu de perspective et d'anticipation quand on est PDG. Si on prend l'exemple de Toyota, qui est un constructeur mondial, ils y sont pas allés, ils vont tout doucement, ils disent non, on pense d'abord aux clients. Alors, Carlos Tavares aussi, mais essentiellement comme avant Stellantis, c'était essentiellement européen, donc il est allé très vite, trop vite, il a investi massivement et il a pris des décisions, notamment en Amérique, qui n'ont pas porté ses fruits. Mais c'est vrai que l'origine de la faute, c'est comme au rugby, vous voyez, il y a une origine de la faute, on laisse l'action se dérouler, puis quand ça s'arrête, on revient à l'origine de la faute. C'est 2035. Évidemment, tout part de là quand même. Donc 2035, la date qui avait été imposée par l'Europe. Benjamin Corrier. L'Europe s'est plantée. L'Europe a bon dos. La question, c'est que sans doute 2035, tel que ça a été fixé, c'était une échéance trop rapide. Mais on pouvait discuter autour de ça, et c'est en cours. Et tous les constructeurs ne se sont pas effondrés comme s'est effondré Stellantis. Ce point doit être absolument marqué. Et donc, il y a des choix qui ont été faits par... Lesquels en Europe sont très profitables? Lesquels Quel groupe automobile européen en ce moment sont très profitables? Aujourd'hui, en termes de revenus opérationnels, Renault est profitable. Mais qui d'autre? Attendez une seconde. Il y en a que deux. Les groupes allemands? Non, une seconde. Mais non. Qu'est-ce qui fait gagner Renault aujourd'hui? Le groupe Renault, c'est Dacia. Oui, c'est Dacia. C'est les bagnoles à petit prix. Mais oui, mais c'est l'inverse du choix de Tavares. C'est des voitures à petit prix, mais sur lesquelles Renault gagne de l'argent. Fait de la marge. Bon, voilà. Je veux dire, il a eu les yeux plus grands que le ventre, et il s'est lancé dans une politique qui s'est fracassée. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je reconnais que la question de 2035 est une question. Bien. Mais de l'autre côté, il y avait des subventions massives, à la fois pour l'industrie et surtout pour les consommateurs, pour inciter à acheter, pour les pousser vers les bonus. Donc c'est perdant-pardon. C'est perdant-pardon. Non seulement. Oui, mais ça ne se ramène pas à ça. Mais ça ne se ramène pas à ça. Si. Je répète que le choix des modèles de Stellantis s'est révélé un choix catastrophique. Mais oui, mais quand vous avez ensuite, est-ce que juste un dernier mot d'Yves Cara quand même. Est-ce qu'on voit, on dit là, on le met touché mais pas coulé. Et effectivement, est-ce que la nouvelle stratégie du nouveau directeur général Antonio Filosa, d'après vous, peut aller dans le bon sens? C'est ce qu'on va voir. Parce qu'il connaît bien le marché américain. Oui. Je termine. Il connaît bien le marché américain, donc il va pouvoir redresser, parce que c'est aussi là qu'il y a beaucoup de déficits. Et puis, de toute façon, tout le monde s'est marché arrière. De toute façon, un politique qui impose une technologie, ça ne marche jamais. Voilà. Donc, ça n'a pas marché. On revient à l'hybride. L'hybride rechargeable en France, on le taxe alors qu'il s'en vend des tonnes dans toute l'Europe. C'est une vraie bonne solution. Si en plus on le met au super éthanol, votre
l'hybride rechargeable, on roule quasiment sans pétrole et avec de l'électrique. Mais voilà, en France, on taxe encore cet hybride rechargeable d'une façon absolument absurde. Donc voilà, il faut vraiment que les politiques se réveillent parce que la France en fait encore plus que ce que demande l'Europe, vous voyez. Donc, faut un petit peu se calmer quand même. Merci Yves Carin. Arrêtons d'imposer une technologie unique et la multi-énergie, c'est la seule et possible, seule solution possible, on va dire. Merci beaucoup Yves Carin. On va passer. Oui, je rajoute juste un mot. Juste un mot rapide. C'est sûr que cette politique de passage à l'électrique, elle doit être discutée, améliorée. Ça n'a pas été le cas. Etc. Mais ça fait 3 ans que les groupes automobiles le disent. Mais non, mais on peut débattre. Ça fait 3 ans que les 4 ans. Les groupes automobiles. Parce qu'on va parler, on va passer du. Ils ont déjà obtenu une modification. Avec 4 ans de retard. Je voudrais juste rajouter que ce que fait Trump, c'est-à-dire de supprimer absolument toute subvention à l'électrique, de revenir à la carbonisation accélérée de l'économie mondiale, une folie. C'est ça la folie. Oui. Et demain matin, j'espère, cette politique sera abandonnée et on va voir les constructeurs nous dire de nouveau « Ah, mais c'est pas possible, maintenant on nous redemande de passer à l'électrique. » Ils peuvent pas avoir une... Mais dites ça aux ouvriers de Stellantis. Dites ça aux ouvriers de Stellantis. S'il vous plaît. Franchement. Non mais Renaud, c'est un bon argument, mais on le développera une autre fois, parce qu'on va passer, si vous l'acceptez, Maître Pila, nous allons passer de la route au rail. Pourquoi ? Pour évoquer le bon bilan de la SNCF. L'an dernier, on a les chiffres. Alors, c'est 1,8 milliard d'euros de profit. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le train a perdu de l'argent pendant trop longtemps. Moi, je me réjouis quand l'entreprise gagne de l'argent. Mais attention, Magali, vous qui voyagez, n'en verrez pas nécessairement la couleur. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons à ça. À tout de suite. Un très bon bilan de la SNCF après celui de Stellantis qui est décevant. Un très bon bilan de la SNCF, 1,8 milliard d'euros de profit. Et donc, Magali, on se dit, nous qui prenons le train très régulièrement, vous plutôt vers l'ouest, moi plutôt vers le sud-ouest, on se dit, tiens, les prix vont baisser. Ouais. Il y a beaucoup d'usagers d'ailleurs qui se sont fait la même réflexion. Oui. Un gros bénéfice, presque record d'ailleurs. Forcément, ça va se voir sur le prix des billets. La réponse est... Non. La réponse est absolument non. C'est Jean Castex, le nouveau patron de la SNCF, qui l'a expliqué. Écoutez. Il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix. Je suis tout à fait honnête avec vous. Nous allons accroître le service, nous allons sécuriser les voies, nous allons moderniser le matériel et ça a un prix. Voilà. Et évidemment, ça a un prix. Si on veut avoir des infrastructures à la hauteur, il faut investir. Écoutez, on parle, vous savez, dans le langage ferroviaire, on parle de régénérescence du réseau. C'est-à-dire qu'on régénère le réseau. Alors ça veut dire qu'on l'entretient. Ça veut dire que dans certains cas, on va changer un rail, un ballast, on va changer un équipement électrique pour que les voyageurs puissent voyager dans des conditions de confort et de sécurité. Tout ça coûte très cher. Il y a un mythe, Elisabeth, dans ce pays qui a la peau dure, qui dit en substance que le transport ferroviaire, c'est bon marché. Non, circuler en train, ça a son prix, si je puis dire. Oui, mais il y a eu un peu de tromperie sur la marchandise, parce que il y a eu une grande campagne pour nous vendre un Ouigo low cost. Mais le low cost à la SNCF, en fait, ça n'existe plus. Ouais. C'est-à-dire que le Ouigo, maintenant, si vous allez, alors peut-être dans le sud-ouest ou dans l'ouest, mais dans le sud-est, quand vous prenez un TGV vers Lyon ou Marseille, s'il est inouï, vous le payez un peu plus cher parce qu'il y a 3 prises de plus. Si vous prenez le Ouigo, maintenant, il est pas tellement moins cher. Ouais. Et il ne part plus de Marne-la-Vallée, il part de Paris, et maintenant, il va loin. Ouais. Donc, comme il fait des trajets plus loin, et comme il part maintenant de Gare Centrale, eh bien, la SNCF explique que effectivement, elle a été obligée de renoncer au low cost. C'est dommage. C'est dommage. Ça reste quand même un peu moins cher, Elisabeth. Ça reste un petit peu moins cher. Mais je voudrais dire que, si vous prenez vos billets très tôt et que vous avez une carte que vous payez, 49 €, eh bien, vous payez moins cher. Donc déjà, il y a des moyens de ne pas payer plein pot le TGV. Effectivement, le TGV, c'est cher. Il faut être prévoyant. Si vous le faites au dernier moment et que vous avez 4 enfants, vous êtes mort. Ça n'est pas possible, ça n'est pas soutenable. Deuxièmement, quand même, il faut se féliciter du fait que SNCF gagne de l'argent, effectivement. Mais pourquoi ? Parce que nous, on l'a vécu quand même. On a vécu le moment où, je parle sous votre contrôle,
la dette, la SNCF croulait sous 60 milliards de dettes, il en reste 25. On en a repris 35. L'État en a repris 35. L'État en a repris. Et par ailleurs, il faut donc rembourser la dette. Et il faut faire en sorte que les trains arrivent à l'heure. Et pour que les trains arrivent à l'heure, il faut entretenir les voies. Et pour pouvoir aller effectivement de plus en plus vite, de plus en plus confortablement, il faut faire des investissements. C'est très cher. Jean Castex, il est cash, pour reprendre votre expression anglaise. Il le dit. Il nous vend pas de la poudre de perlimpinpin. Il nous dit, effectivement. Alors l'augmentation des TGV, je crois que c'est en dessous de l'inflation. Mais alors les autres trains, c'est bonbon. Hein. Juste d'un mot, voilà. On va dire qu'on met 3 milliards d'euros chaque année sur la régénération du réseau. Il en manque 1,5. La SNCF, j'ai vu Jean Castex il n'y a pas très longtemps qui dit voilà, la SNCF est prête à mettre 500 millions. 1 milliard de plus. Bon, l'État est impécunieux, mais vous qui prenez aussi très souvent le train, Renaud, quand on s'y prend, Elisabeth elle a parfaitement raison, hein, c'est le yield management. Quand on s'y prend bien à l'avance, en général, on a de petits prix. Oui. Bien sûr, non mais c'est pas une vie possible ça. Pourquoi ? Attendez. Mais attendez, mais vous pouvez pas prévoir Vous voulez avoir le droit de payer pas cher votre train, alors vous décidez tiens, je vais aller à Carcassonne, je veux pouvoir ne pas payer cher. On salue nos amis de Carcassonne, mais Elisabeth, vous pensez qu'on doit prévoir? Ah non, je croyais qu'il y avait déjà la musique. Vous pensez qu'on peut prévoir 1 mois et demi à 2 mois à l'avance un trajet? Je connais des étudiants qui ont un entretien d'embauche. Vous pensez que l'entretien d'embauche, il est prévu 2 mois à l'avance? Ils ont quel âge? Ils ont des tarifs. Il y a des étudiants de 35 ans. Il y a des tarifs. Moi, j'ai des enfants. Ils ont des tarifs. Ils ont moins de 25 ans. Il y a le Pass Max. Vous payez 79 € par mois et ensuite tout est gratuit. Vous vous organisez. Et même s'ils sont jeunes, ils peuvent s'organiser. Pardon. Alors vous dites, mais oui, c'est la prime à l'improvisation, la jeunesse, fraîcheur. Hop. Mais il n'y a pas que les jeunes qui peuvent prendre un train alors qu'ils peuvent une semaine ou 15 jours avant. Non, une semaine ou 15 jours avant. Il y a les vieux comme moi aussi. Hein. Mais bien sûr. J'ai une carte senior, ça me coûte moins cher. C'est en fonction de la météo. Si vous avez envie de prendre, vous avez envie de prendre un TER ou un SNC ou un TGV pour pouvoir faire un week-end, vous regardez la météo. Et la météo, elle est à 5 jours. Mais alors, s'il pleut à torrent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et qui est-ce qui paye? Pardon. Qui est-ce qui paye ça alors? Non, mais qu'est-ce qui paye ça? Alors là, vous avez entièrement raison. Ce sont les contribuables, c'est nous qui épongeons la dette de la SNCF. Non, la dette du réseau. Oui, la dette du réseau. C'est pas la même chose. Non, mais bien sûr. Dans l'esprit des gens, c'est un peu pareil. Voilà. Deuxièmement. Oui, sauf que le rail. Pour que votre étudiant puisse aller à Nice comme ça avec. Deuxièmement, je suis pas d'accord. Les TGV arrivent à l'heure. Oui, pourquoi? C'est ça. Parce qu'il y a des investissements. Oui. Et voilà. Et s'il y a des investissements, il n'y a pas forcément des réductions. Et troisièmement, nous avons les trains les plus performants d'Europe. Et les plus confortables. En Allemagne, c'est une catastrophe. C'est une honte. Le retard moyen d'un train allemand, c'est 45 minutes. Il y en a qui ont 2h30 de retard. Parce qu'ils n'ont jamais entretenu les voies ferrées. C'est une catastrophe en Allemagne. Georges Clooney avait dit bravo la SNCF. Ouais. Exactement. Vous voyez qu'on est d'accord. Pourquoi c'est le réseau et pas la SNCF? Il vous a pas échappé que les concurrents de la SNCF roulent sur le réseau. Donc c'est plus la propriété de la SNCF. Et il est tout à fait normal que les citoyens financent aussi cette infrastructure, qui est une commodité, si vous voulez, qui vous permet, vous, de rentrer à Lyon en 2 heures. Quand on était gamin, Renaud, il fallait 4, 5 ou 6 heures. C'est pas tout à fait pareil. C'est un vrai progrès. Et vive la concurrence. Vive la concurrence. Oui, allez, vous êtes tous d'accord quand même. Vive la SNCF qui fait des bénéfices et c'est normal qu'on le voit pas forcément sur les billets de train. Vous restez avec nous. Courte pause. On se retrouve dans un instant. On se demandera qui en veut à notre porte-avions. Qu'est-ce qui s'est passé précisément au large de la Suède avec ce drone qui s'est rapproché un peu trop près de notre Charles de Gaulle. C'est dingue ça. Dingue. Donc il a été neutralisé et le Kremlin aujourd'hui, mais c'est compliqué. Réagit. Et dit, mais c'est absurde, c'est pas nous. Allez, à tout de suite. Notre porte-avions, le Charles de Gaulle, en Europe du Nord,
Et puis hier, cet incident, Magali, un drone, imagine que c'est un drone, à quelques kilomètres, neutralisé par l'armée suédoise, et de nombreuses questions qui sont posées aujourd'hui. Ah ben oui, est-ce qu'il s'agit d'un drone russe? Beaucoup accusent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un navire militaire russe dans la région, et donc beaucoup disent, notamment les Suédois, qu'il était parti de là, donc il est forcément russe. Qu'est-ce qu'il cherchait? Pourquoi il s'est approché si près de notre porte-avions Charles de Gaulle? Évidemment, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Le Kremlin, figurez-vous, a réagi tout à fait officiellement ce matin. On va en reparler dans un instant. D'abord, on fait le point avec Ryan Gennati. Le Charles de Gaulle était en Suède depuis 24 heures seulement, quand un drone est détecté à 10 km. L'armée suédoise intervient. Elle réussit à brouiller puis neutraliser le drone. Selon le ministre de la Défense suédois, il existerait un lien fort entre ce drone et la présence d'un navire russe aux environs. Il y a probablement eu violation de l'espace aérien suédois par un drone en lien avec la présence d'un navire militaire russe. Le Charles de Gaulle se trouve en Suède pour mener des exercices regroupant 30 000 militaires de l'OTAN. Objectif : renforcer la posture de dissuasion et sécuriser la mer Baltique où les Russes sont soupçonnés de mener des attaques hybrides. Notre présence, évidemment, participe à l'effet de dissuasion et de découragement de tous ceux qui voudraient s'en prendre aux intérêts de l'OTAN dans la région. Le drone n'a pas été retrouvé. Une enquête est ouverte par les autorités suédoises pour déterminer la nature du drone, sa provenance et confirmer si sa présence constitue une violation de l'espace aérien. Bon, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Le général François Chauvency nous a rejoint. Bonjour. Et Hélène Bonnet également de notre service international. Bonjour Hélène. Général, peut-être la première question pour vous. Est-ce que vous parleriez là de quoi? D'agression, de provocation? Que s'est-il passé? D'accident? J'irai pas jusqu'à l'accident. Test, provocation. La question surtout de l'origine, moi c'est là-dessus que je me baserais pour avant de faire une quelconque analyse. Le problème c'est qu'on ne sait pas depuis hier d'où vient ce drone. Ce sont des hypothèses. Ça vient de là ou de là. N'importe qui aujourd'hui, vu la taille du détroit, pourrait manipuler ce type de drone pour différentes raisons. Alors maintenant qu'on l'interprète, moi ce que je retiens quand même, c'est la déclaration là du ministre suédois qui dit quand même probablement finalement d'un bateau russe. Bon, alors dans ces cas-là, que dire d'autre? Il a quand même a priori des sources d'informations que nous n'avons pas, mais on est dans le probablement. Donc après, c'est finalement l'habillage de ce qui s'est passé. Moi, j'inverserais un petit peu la problématique. La problématique pour moi, c'est est-ce que le drone, d'où qu'il vienne, a pu être neutralisé? Oui. La réponse est oui. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Et à quelques kilomètres de sa cible présumée. Une dizaine de kilomètres. D'autre part, est-ce que je dirais le complexe interallié entre les Suédois et le groupe aéronaval français s'est bien passé? Oui, il y a eu interception. Donc moi, nous aussi, on envoie des messages. Vous essayez de nous provoquer, regardez-nous ce qu'on est capable de faire. Donc, vous ne nous atteignez pas. Tout à fait. Et puis moi, je dirais que s'il y en a qui veulent tester, qu'ils testent. Et au contraire, plus nous testerons, puisqu'on n'est pas en temps de guerre, plus on va s'améliorer, et puis on pourra les contrer. Donc je dirais qu'à la limite, qu'il y ait un drone d'où qui vienne, c'est pas vraiment important. C'est un message qu'on peut interpréter de manière différente. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on a su faire face, qu'on a su répondre, qu'on a montré que ça fonctionnait, et que donc c'est tout à fait positif pour nous, et que pour l'autre, c'est un échec, puisque finalement, il n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Bon, vous avez vu que le Kremlin, quand même, a officiellement réagi à cet incident, quand même. Je peux parler d'incident. Oui, il peut pas faire autrement puisqu'on l'accuse. Eh ben voilà, il est accusé. Donc Moscou a officiellement réagi ce matin, comme chaque jour, pas la voix de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Voilà ce qu'il déclare. Si vous rapportez correctement les déclarations des autorités suédoises, à savoir que le drone est russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité, alors bien cette déclaration est tout à fait absurde. Oui, ça veut dire ni oui ni non, en réalité, cette remarque de Dmitri Peskov. Après, donc voilà, il faudra voir. Je pense qu'il y a une question d'enquête. Hier, on a senti un petit flottement, c'est-à-dire côté suédois, j'entends, parce que l'armée suédoise disait au début, non, mais il faut qu'il y ait enquête, on ne peut pas vous garantir que ce drone est d'origine russe. Et vous avez eu effectivement cette déclaration du ministre suédois de la Défense qui fait le lien entre ce drone et la présence à proximité d'un navire russe. Côté français, il n'y a pas du tout de précision sur ce point. Mais en revanche, effectivement, l'armée française dit ce que vous dites, général, c'est-à-dire que c'est la preuve que toute l'architecture de sécurité qui est autour du Charles de Gaulle
a bien fonctionné, y compris quand des alliés sont dans le dispositif, comme c'est le cas là, puisqu'il est dans les eaux suédoises, et donc les Suédois sont dans la logistique. J'imagine qu'il y a juste une série de défense, non ? Oui, là, il est intercepté, vous dites. Non, il a été intercepté par la marine suédoise. C'est-à-dire qu'ils l'ont repéré. C'était un navire suédois qui patrouillait dans la zone qu'il a repéré et qui dit l'avoir neutralisé. Alors, on ne sait pas si il a été brouillé, il est tombé à la mer. Visiblement, ce serait ça parce qu'il n'a pas été récupéré. Il n'a pas été récupéré, donc ça peut pas encore. Il faut comprendre pas encore. Le pourra-t-il ? Non. Si on le récupérait, on aurait le fin mot de l'histoire. Oui, on saurait s'il est civil ou militaire, évidemment qui l'a envoyé. Mais est-ce qu'on peut quand même se féliciter ? Parce que ici, on n'a pas peur de dire les choses qui vont bien. Oui. Le porte-avions et toute son escorte sont en sécurité précisément. Ça montre que une tentative d'intrusion, d'agression ou même de reconnaissance, parce que évidemment si des informations avaient pu être photographiées, je dis les choses de façon un peu rustique, par un drone, ça aurait été l'humiliation pour la France. Ah, tout à fait. Là, l'honneur est sauf. Et notre cher de Gaulle, on peut considérer qu'il est sain et sauf et bien sécurisé. En fait, l'image désastreuse qui aurait pu se produire, c'est qu'effectivement, il y ait des photos, comme vous le soulignez, du porte-avions dans le port de Malmö, malgré toutes les protections mises autour de lui. Alors que le porte-avions, tout le monde a sa photo partout. Parce qu'il est largement photographié. Mais le fait que le drone serait arrivé dans le port de Malmö, oui, là, effectivement, on aurait un dommage, je dirais, médiatique, sinon politico-militaire, qu'il aurait fallu relever. Donc, ça ne s'est pas produit. En revanche, pour répondre à votre question concernant les systèmes de défense, il y a la défense et je dirais, la neutralisation ou la destruction. Les défenses, d'abord, vous avez plusieurs cercles. Premier cercle, on avait les Suédois, au loin. Ensuite, vous avez les frégates qui entourent, les 3 frégates qui entourent le porte-avions, qui ont aussi leurs moyens à distance du porte-avions. Alors, distance du porte-avions, alors je sais pas où ils sont les frégates, on n'en parle pas beaucoup. Donc quelques kilomètres, quelques centaines de mètres. On fait une bulle, et tout le système, je dirais, de détection, c'est en gros 400 km, y compris avec les avions Hawkeye qui assurent le porte-avions. C'est-à-dire 400 km d'allonge détecté à 400 km. de distance. Oui, tout à fait. Avec mais on détecte pas forcément un drone à 400 km. C'est fou. Ah bon ? Un drone est tout petit. Donc il y a quand même une question de masse. Attendez, si on détecte tout sauf les drones qui sont maintenant. Oui, mais si vous m'aviez laissé terminer, je vous aurais tout dit. Pardon, général. On est militaire ici. Non, mais pardon, c'est des questions. Je ne peux plus m'en empêcher. Là, c'est d'être trop fort. On est tellement curieux aussi quand on en veut toujours plus. Voilà, vous avez la détection allongée, et puis au fur et à mesure, vous avez différents systèmes de radar, court, moyen, longue portée, qui sont dans tout le dispositif. Et puis, finalement, il y a surtout ces détecteurs aériens qu'on a sur nos bateaux, des humains, qui vont aussi regarder à très courte distance, parce que le drone, vu sa taille, je suis pas certain que tous nos systèmes de détection puissent détecter un drone très petit. Quand ils sont un peu importants, oui. Ça, c'est l'aspect détection. Et après, vous avez une neutralisation qui va effectivement du court au très loin, avec les avions. Et entre-temps, vous avez effectivement les Aster 30, les Aster 15, donc qui tirent à 120 km, qui tirent ensuite à 60 km. Ensuite, vous avez les Mistral qui tirent à 6 km. Et après, vous avez les canons de 20 mm qui tirent à 1000 mètres. Ouais. Donc, vous avez tout le système en plus. On détecte, on détruit. Il y avait l'ancien commandant du Charles de Gaulle, justement, qui était sur LCI hier après-midi. Il expliquait effectivement comment on protégeait le porte-avions. En fait, il y a un système de barrières pour pouvoir comprendre comment on protège une force navale et puis l'objet précieux qui est au milieu. Vous avez une barrière, un certain nombre de barrières. La première barrière, c'est les avions du groupe aérien qui sont capables de partir à grande distance et de pouvoir de surveiller le ciel et intervenir. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, comme vous l'avez cité, c'est les frégates antiaériennes qui sont capables de pouvoir tirer des avions à grande distance. La troisième barrière, c'est l'autodéfense du porte-avions lui-même. Et de temps en temps, on peut imaginer une quatrième barrière qui voudrait, si vous voulez, que si on reçoit un missile, il arrive là où on souhaite qu'il arrive et pas ailleurs à bord.
Alors, nous allons poser la question également. Vous voulez dire un mot, Maître Pilat? Bah oui. Allez-y. Il lève le doigt, il est sérieux. Lui, voyez, lui, il a le droit de poser des questions et pas les femmes. Non, mais... c'est mauvais. Attendez, j'explique que Michel Polaco, vous savez, qui est spécialiste du transport aérien, de la défense, nous attend. Mais allez-y, Maître Pilat. Non, juste une petite... oh là là, quel décor, Michel Polaco. Bah, il est en Dordogne, il est en Dordogne, c'est le printemps. En été, absolument. Non, je parle sous le contrôle de mon général. La détection des drones, on voit en Ukraine, la détection des drones par les radars, c'est ce qui reste de plus compliqué. Il n'y a pas encore de système, je parle sous votre contrôle, on avait un spécialiste il y a 3 semaines vraiment des drones, il n'y a pas encore de radars qui sont assez perfectionnés pour les drones. Et deuxièmement, je grossis le trait, mais c'est un exercice militaire remarquable hier. Grandeur nature. Il me semble que le porte-avions Charles de Gaulle, compte tenu de l'excellence de notre marine, prévoyait ce genre d'incident. On va précisément poser la question à Michel Polaco, puisque là on est en présence d'un groupe aéroporté. Dans aéroporté, il y a aéro. J'imagine qu'il y a des... Non, c'est pas ça. Aéroporté, parce que aéroporté c'est parachutiste. Hein. Alors non. Aéronaval. Aéronaval. À partir de 13h45, je manque d'oxygène dans le cerveau. Voilà, c'est bien de me reprendre. Vous êtes tout excusé. C'est aéronaval, Michel Polaco. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des avions pour protéger un porte-avions. Oui, mais ça dépend toujours de la cible, si vous voulez. La menace, voilà. Ce qui compte, c'est la menace. Donc, est-ce que la menace, c'est un drone acheté à la FNAC ou chez Darty qui pèse 3 kilos et qui est capable au mieux d'égratigner la peinture de quelque chose, ou est-ce que c'est un drone très évolué de la catégorie de certains drones que possèdent par exemple les Russes, les Iraniens, mais aujourd'hui on peut dire aussi les Américains, les Chinois, et qui sont des grosses menaces capables de porter des charges importantes. Alors donc dans un cas, vous allez les détecter avec certains systèmes de détection, la détection acoustique, la détection Doppler, c'est-à-dire l'analyse du mouvement. Vous allez les détecter éventuellement avec des radars, mais le radar c'est déjà fait pour détecter des cibles d'assez grande importance, d'assez grande surface équivalente radar. Donc généralement c'est quand même quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un avion de combat. En dessous c'est assez difficile avec un radar. Voilà, donc et bien après vous avez la riposte. Alors la riposte, vous allez la faire avec des systèmes de brouillage, avec des systèmes de leurrage. Vous allez la faire éventuellement avec des systèmes capables, avec des rayons laser par exemple, de détruire des toutes petites cibles. Puis vous allez la faire en faisant décoller, si le porte-avions est pas au port, parce que quand le porte-avions est au mouillage, il peut pas faire décoller ses avions. Mais si le porte-avions est en mer et qu'il est capable de prendre la vitesse nécessaire pour avoir le vent qu'il faut sur le pont, eh bien, il fait décoller ses avions, en préventif éventuellement, en curatif s'il le faut, et à ce moment-là, il s'attaque à des cibles qui sont évidemment des cibles assez importantes. Alors, on a envie de vous amener au cœur du Charles de Gaulle, parce que l'une de nos équipes était parvenue à monter à bord et justement avait assisté à un exercice, un drone qui s'approche du Charles de Gaulle. Évidemment, ce n'est pas du tout anodin. Comment est-ce que on se prépare à l'intérieur? Que font exactement les militaires? Regardez. Lokio, j'écoute. Oui, pour un point de situation tactique, s'il te plaît. Donc actuellement, on a toujours un drone classé hostile qui orbite autour de nous, hors portée de notre système d'armes. Donc on reste sous menace missile. À bord, c'est le branle-bas de combat. Ok, à tous de commandement. Détection tribord 90. Tout le monde se replie sur bâbord. Missile à 5 nautiques. C'est dans 3, 2, 1. Impact. Allonge-toi, allez, on lui pose le garrot. Bien sûr, il ne s'agit que d'un exercice. Mais dans le contexte actuel de montée des tensions, jamais les marins et les aviateurs ne se sont entraînés avec plus de réalisme. Voilà, c'est extrêmement impressionnant. Vous aviez aussi fait un reportage, Hélène, pour TF1 LCI, et vous étiez monté à bord d'une
je ne sais pas si on dit une patrouille, mais des missions de reconnaissance pour la protection du Charles de Gaulle. Absolument, c'était en Méditerranée. Ouais. J'étais montée à bord, je parle sous votre contrôle, d'un Hawkeye, qui est cet avion qui a un gros nez en verre et qui mène une patrouille en fait tout autour du Charles de Gaulle dans un certain périmètre sur plusieurs dizaines de kilomètres. En fait, c'est fascinant parce que cet avion, il est équipé de moyens radars. Ils identifient, l'objectif, c'est de faire une sorte de cartographie des bateaux et éventuellement des menaces qui peuvent rentrer dans le périmètre du Charles de Gaulle. Donc toutes les présences sont cartographiées. Sont identifiés, cartographiés, enfin dans le sens où on essaie d'éclaircir qui est là, qui est autour. Donc vous avez par exemple un navire de commerce qui va être repéré, l'avion va plonger, va descendre très très bas, on est à quelques dizaines de mètres à peine au-dessus de l'eau, c'est assez impressionnant. Et pourquoi le nez en verre ? Eh bien parce que vous avez un photographe à l'intérieur du nez en verre qui prend les photos du bateau, ce qui permet d'avoir des archives et de savoir qui était exactement là, quel est le pavillon, etc., etc. Donc vous avez à la fois la technologie radar et puis des moyens comme la photographie pour essayer de voir qui est là. Michel Polaco, oui. Alors, Elisabeth. Juste peux poser une question sur le drone. Il a donc été brouillé, comme il aurait été peut-être là dans l'exercice. Brouiller un drone, pourquoi ne pas le détruire ? Est-ce que ça le rend totalement inopérant. Est-ce qu'il tombe dans l'eau immédiatement et donc on pourrait le récupérer ? Avec un bon moyen de brouillage, oui, vous le rendez inopérant parce qu'il va cesser de correspondre avec l'opérateur en quelque sorte et puis il va tomber. Pourquoi ne pas le détruire ? Parce que si jamais il repart vers son expéditeur, c'est peut-être dommage, je sais pas. En fait, si vous brouillez un drone, il peut pas repartir chez son expéditeur. Il est désactivé en quelque sorte. Normalement, il tombe, donc on va le récupérer. Mais c'est pas forcément facile de tirer sur un drone. Oui. Parfois, c'est plus simple de brouiller un drone et de le rendre inopérant de cette manière-là que de tirer dessus. Et ça, c'est l'apprentissage qu'on a vu en Ukraine. Juste, Michel Polaco et François Chauvency, il y a une question qu'on se pose tous là, qui est non dite derrière tout ça, c'est est-ce que notre Charles de Gaulle peut être détruit ? Et par quoi, François ? C'est la vraie question qu'on a aujourd'hui pour tous les porte-avions, quels qu'ils soient. Bon, je crois que Michel Polaco voulait parler. Non, Michel répondra juste après. Michel répond après. Non, aujourd'hui, c'est la question qu'on a sur l'avenir du porte-avions. Est-ce qu'il il peut être détruit, destructible Alors, les Chinois ont développé depuis une dizaine d'années les missiles hypersoniques, justement, pour être capable de frapper les porte-avions américains. C'est le défi. Donc aujourd'hui, on est dans cette difficulté. Et puis, ce que vous expliquez tout à l'heure, en off, la flotte russe a subi quand même des attaques de drones, je dirais, oserais-je dire sous-marins, et des drones aujourd'hui ont quand même coulé un croiseur, un bâton de commandement russe, le Masva. Ne l'oublions pas, en 2022. C'était en mer Noire, ça. Oui, mais avec l'inconvénient de la mer Noire ou l'avantage, c'est que c'est une mer un peu fermée, donc normalement, on est plus en vulnérabilité qu'en haute mer. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la cible, c'est le porte-avions pour nos adversaires compétiteurs, que ce soit par un missile, que ce soit par un drone, parce que c'est d'abord un symbole de puissance, symbole de pouvoir. C'est aussi quand même un coût très élevé en tant qu'équipement. C'est quand même 2000 personnels pour nous, 5000 pour les Américains, et c'est surtout une plateforme nationale, quel que soit le pays, qu'on met à proximité de l'adversaire pour le frapper là où on n'a pas de base. Alors, donc ceci est très important. Michel Polaco, oui, puisqu'on parle de chiffres, c'est 10 milliards le programme et c'est 200 millions l'entretien annuel. Ouais. D'un sous-marin, je crois qu'il est question d'un second, mais c'est une puissance projetée malgré tout. Alors je repose la question, Michel, est-ce que ça peut être détruit ? Vous disiez non ? Je dis non parce que, si vous voulez, extrêmement peu de nations sont en mesure de tirer sur un porte-avions des armes qui arriveront à destination et qui lui causeront des dégâts mortels, puisque vous avez dit détruire. D'abord, lui-même, il est déjà très blindé. Deuxièmement, il est protégé par son groupe aéronaval et par ses avions. Il est extrêmement difficile à atteindre. Donc, si vous voulez, les seuls qui peuvent s'en approcher, c'est ceux qui arrivent avec des tout petits engins très discrets qui ne sont porteurs d'aucune menace grave ou dangereuse. Au pire, une menace médiatique, c'est-à-dire de faire quelques images qu'on va retrouver sur Internet et qui permettront de dire, voilà, on leur a fait la nique, on s'est approché d'eux, comme le Eisenhower, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, etc. Mais en fait, le porte-avions, il est très difficile à détruire. Alors on sait que, parmi les opposants à l'existence du porte-avions, il y a des gens qui disent, si, par exemple, les Russes tiraient un missile balistique extrêmement précis ou un missile hypersonique extrêmement précis sur un porte-avions, ils seraient capables de le détruire. C'est vrai. Et ce serait un authentique acte de guerre. Et un acte de guerre comme ça déclencherait évidemment tout un processus extrêmement important. Et je crois qu'on n'est pas dans cette configuration avec l'Iran.
Voilà. Pour revenir à ce que vous disiez sur les drones brouillés, et pourquoi sont-ils brouillés et pas détruits ? Parce que d'abord, on brouille une zone, on ne brouille pas un drone. On brouille une zone, on enlève dans cette zone la possibilité de se repérer, c'est-à-dire qu'on brouille les signaux des GPS qui permettent de se positionner. Et deuxièmement, on brouille les liaisons radio entre le drone et ses opérateurs. Mais si c'est un drone de qualité et un peu cher, il a la capacité en mémoire de se positionner grâce à des systèmes inertiels, et il a la capacité soit de poursuivre sa mission, soit de se dérouter, soit sur une base de déroutement, soit de revenir chez son envoyeur. Mais à chaque Donc, fois, si vous voulez, il y a toutes les catégories. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Une question de... Enfin, c'est pas la première fois qu'un drone se rapproche d'installations militaires. On se souvient de toute cette période. C'était à l'automne dernier, où il y a pas mal d'aéroports, il y a des infrastructures, des sites sensibles qui avaient été survolés par des drones. On n'a jamais su si c'était vraiment des drones russes ou pas, parce que la plupart du temps, en fait, on les retrouvait pas. Et là, c'est encore le cas. Comment c'est possible, ça ? Non, alors écoutez, c'est intriguant, les non ? 95% des drones dont on a parlé, c'est des plaisanteries, c'est des drones sans absolument aucune importance. Il est bien évident que moi j'ai écrit un livre sur les drones en 2014. Oui. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait plein de plaisantins qui s'amusaient avec des drones à Paris, près de la Tour Eiffel, à côté de l'Élysée, place de la Concorde, ou qui étaient allés à côté de centrales nucléaires, et même déjà à l'époque, mais là, dans le contexte, ça a évolué quand même, Michel Polaco, ça a quand même évolué. Et avec toutes ces provocations. Ça a évolué, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a mis en œuvre et on a développé des systèmes anti-drones qui sont adaptés à toutes les tailles de drones et à toutes les catégories de drones, et donc à toutes les menaces en fonction des sites à protéger. On a des systèmes pour protéger les aéroports, comme Orly, Charles de Gaulle, etc. On a des systèmes pour protéger l'île Longue. D'ailleurs, vous avez vu que ceux qui se sont approchés avec des drones ont été neutralisés. On n'a pas retrouvé les drones, ils ont dû tomber dans l'eau. Mais enfin, ils ont été neutralisés. On sait que les drones qui se sont approchés de Mourmelon n'ont pas vu grand-chose d'intéressant. En plus, ils avaient gardé leur balisage, donc leurs éclairages de nuit, donc on les voyait très bien. C'était presque drôle. Et évidemment, ils n'ont rien fait d'intéressant. 95% des drones, ce sont des actions menées par des civils qui veulent s'amuser. Maintenant, il y a des cas sérieux. Les 19 drones qui avaient survolé la Pologne, c'était des drones de taille assez importante. Ça, c'est pas des plaisantins. Est-ce que c'était des Russes? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Probablement des Russes, certainement. Il faut vraiment discerner les menaces, les moyens de riposte. Et chez nous, qui sommes une nation moderne, tout ça, ça existe. Vous restez avec nous. Alors juste, on attend Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui justement se rend sur le porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il est en passe d'arriver dans les minutes qui viennent. Alors, c'était une visite qui était prévue, ça n'a rien à voir avec l'incident d'hier, parce que effectivement, le porte-avions qui était donc au large de la Bretagne pour des exercices, les fameux exercices Orion 26, eh bien, était en mer Baltique pour davantage d'exercices avec l'OTAN. Et dans ce cadre, donc, le ministre des Affaires étrangères français est attendu sur place. On verra s'il parle de l'incident d'hier, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de réaction officielle de la part de la France. Juste l'armée s'est contentée de dire le drone suspect a été neutralisé et c'est tout. Donc on verra si Jean-Noël Barrot en parle, et dans ces cas-là, évidemment, on l'écoutera en direct. On parle des drones. Il y en a d'autres qui nous intéressent. Ouais. Vous savez, les fameux drones iraniens, les drones Shahed. Eh bien, visiblement, ça inspire les Américains qui ont mis en place leur propre escadrille de drones similaires à leur Shahed. Et l'administration Trump serait peut-être tentée de les utiliser pour frapper l'Iran. C'est dans toutes les têtes, la presse américaine en fait part. C'était une escadrille qui était en préparation et ça y est, tout est en place. On l'apprend auprès de Bloomberg, où il était écrit, connu sous le nom de Task Force Scorpion. Cette unité est passée d'un programme expérimental à un escadron pleinement opérationnel, intégré au plus important déploiement militaire américain au Moyen-Orient. Ça veut dire, Hélène, que tout est prêt et que Donald Trump, s'il le voulait, cette escadrille, il pourrait l'utiliser dans les airs. Dès aujourd'hui. Ce que dit un porte-parole de l'armée américaine, effectivement, c'est que cette unité est opérationnelle, c'est ce qu'ils disent. Après, c'est un élément parmi d'autres dans tout ce déploiement, dans cette armada. Alors, ce qui est assez amusant, finalement, c'est que ce drone est inspiré de drones iraniens, du fameux Shahed. C'est une sorte de copie. Et donc, ça montre que l'armée américaine a pris conscience de l'importance des drones aujourd'hui dans
dans le combat militaire en tout cas, mais qui sont pas forcément très en avance sur le sujet. Ça peut être une guerre de drones, là, ce qui se prépare ce week-end, par exemple. Puisqu'on entend dire que... Ils peuvent utiliser des drones, alors sans doute pour frapper des cibles qui ne sont pas des cibles blindées. Hein, on ne peut pas percer... vous n'allez pas vous attaquer aux sites nucléaires avec des... Ça peut être des casernes, par exemple. Ça peut être des casernes, ça peut être des réseaux routiers, ça peut être des points de lancement de missiles, éventuellement. Des drones de reconnaissance aussi pour... Drone de reconnaissance, je pense que oui. Dans des opérations, le drone sert tellement d'outils d'observation aujourd'hui qu'on peut imaginer qu'il y aura ça aussi. Mais ce qu'il y a de très intéressant, comme toujours, c'est que à chaque guerre, on l'a vu lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a un bond technologique qui est absolument phénoménal, parce qu'il faut bien s'adapter aux nouvelles armes. Et vous avez là, effectivement, une guerre, en tout cas un appui de guerre, je dirais, qui est low cost, parce que c'est beaucoup moins cher de fabriquer des drones, bien sûr, que de fabriquer des chasseurs. Un F-35, Mais c'est plus efficace sur le front. Ce qu'on voit sur le front russo-ukrainien, c'est plutôt effectivement des drones qui vont neutraliser des personnes physiques. Des personnes physiques. Et j'ai vu hier des images absolument incroyables d'Ukrainiens il y avait eu un reportage d'ailleurs de notre confrère Charlie Nurel il me semble 15 jours ou 3 semaines, un mois, où effectivement les Ukrainiens montent dans un avion, un petit avion avec des mitrailleuses, avec des neutralisés. C'était Gwendoline de Bono avec des armes automatiques. Et ils abattent les drones russes à bord d'armes automatiques. Donc effectivement, l'arrivée de drones militaires américains qui ont évidemment énormément d'argent, c'est un bon technologique. Il y a Michel Polacco qui va réagir, évidemment, grand spécialiste des drones. D'abord, général. Non, bon, pas du tout. Bon, ok, d'accord. Non, mais est-ce que ça peut être un tournant? L'armée américaine, la puissante armée américaine qui se met à utiliser des drones qu'elle copie sur le savoir-faire iranien. D'abord, les images ne sont pas anodines. Ouais. On répond aux Iraniens par le même type de propagande qu'ils nous mettent sur les écrans ou les réseaux sociaux depuis des mois. Donc aujourd'hui, c'est aussi une réponse à la propagande iranienne avec le même type de drones. Vous voyez bien, on est capable nous aussi de les faire et on les utilisera peut-être. Deuxième point, ça fait maintenant plusieurs mois que le Pentagone a lancé des grands programmes d'armement en drones avec des moyens importants, avec des objectifs très précis de plusieurs centaines de milliers de drones par an, avec l'obligation pour les industriels de produire rapidement. Et c'est un enseignement qu'on peut tirer aussi, c'est que là, on a l'industrie américaine qui s'est mise en ordre de bataille et qui est capable de produire vite et bien, apparemment, les moyens dont elle ne disposait pas jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'actuellement, on est en train de développer au niveau des États-Unis cette capacité de frappe tout azimut. Et puis, on parlait du drone. Et en troisième point, donc de l'efficacité, ils ont déjà des drones. Les drones Reaper, qu'on a aussi achetés, sont des drones qui sont à très haute altitude, qui font du renseignement en permanence depuis des années. Mais qui sont très gros et très... Ils sont très gros. Ben oui, mais ce sont des avions sans pilote. Drones, par exemple. Voilà. Donc on a différents niveaux. On a déjà des drones, mais après, les drones, j'irais d'attaque au sol. Et ce qu'on voit surtout dans le conflit ukrainien, c'est qu'un drone, un mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça remplace le fusil, en quelque sorte, du combat du corps à corps ou à courte distance. On a bien vu les images depuis 4 ans. On prend un drone qui coûte pas cher pour tuer quelqu'un et on le met en image. Le grenadier voltigeur. Voilà. Donc on est bien aussi dans toute cette palette finalement de la mort individuelle jusqu'au renseignement au plus haut niveau. Mais effectivement, Renaud a raison, Michel Polacco, à chaque guerre, son arme un peu symbolique, et puis des progrès qui profitent ensuite, d'ailleurs, il faut le dire, à l'industrie civile, parce que les progrès militaires échappent aux militaires, finissent par échapper aux militaires, et puis ils bénéficient à toute la société. Bon, la première guerre, c'était les premiers avions. Les premiers avions, on mitraillait le camp adverse. La deuxième guerre, c'est l'arme blindée. Enfin, l'Allemagne gagne. Oui, le char, l'arme blindée. Et là, vous avez eu le nez creux, Michel Polacco, parce que effectivement, les drones, c'est ce qui restera comme l'outil du champ de bataille de ces conflits. Des conflits d'aujourd'hui. Oui, si vous voulez, c'est vrai que le conflit en Ukraine a complètement changé la donne de la vision qu'on avait des drones. Moi, je me souviens des drones qui servaient pour faire l'éclairage, pour l'utilisation des missiles de l'armée de terre, Pluton, des armes nucléaires à l'époque de l'armée de terre, auxquelles on a renoncé dans les années 90. Et à l'époque, le CL-89, puis le CL-289, construit avec les Canadiens, permettait d'éclairer au-delà de la colline, au-delà de la montagne, etc., à 70-90 km. Bon, là-dessus, les
Israéliens se sont lancés dans le drone et ils ont montré en 82, lors de l'opération Paix en Galilée, qu'ils étaient capables, en économisant la vie de leurs pilotes et en économisant leurs avions, d'aller faire du renseignement, voire d'aller faire de l'attaque au sol à 50, 70, 80 kilomètres. Oui, la guerre d'Afghanistan a été un déclenchement qui d'ailleurs, moi, m'a complètement étonné. C'est-à-dire qu'on a utilisé des drones, notamment les Reapers dont parlait le général Chauvency il y a un instant, qui peuvent être utilisés pour faire du renseignement, mais qui peuvent tirer aussi des missiles ou larguer des bombes. Et on a tué, depuis les États-Unis, 100 hommes à bord, avec des drones qu'on faisait décoller depuis les États-Unis en Afghanistan. On a réussi à poursuivre des talibans, à les identifier, à les personnaliser, c'est-à-dire à choisir bien le personnage à 10-12 000 kilomètres, et ensuite à les attaquer, à les tuer et à larguer des armements sur leur proximité. Donc ça a été une escalade vers des drones très performants, très modernes. Les Ukrainiens ont montré qu'on pouvait partir de tout petits drones, pas chers, pour remplacer des missiles et des avions. Et maintenant, donc, on est tous en train de fabriquer des petits drones pas chers, parce que vous savez, quand on tirait un Toyota pendant l'opération libyenne, on utilisait des missiles à $1 million ou d'euros pour détruire des Toyota à 10 000 euros. Bon, juste une seconde, Michel. Je vous interromps parce que on a des images à vous montrer, un reportage à vous montrer tourné par Lise Romboudoul, notre grand reporter, qui est parvenue, elle, à tourner aux côtés de combattants iraniens. Elle y est parvenue. Là aussi, c'est fascinant parce que c'est une armée extrêmement secrète et ce sont des images extrêmement rares. Regardez. Quelque part dans la montagne, entre l'Irak et l'Iran, nous arrivons dans un camp militaire, caché. Ces femmes sont iraniennes. Elles ont fui le régime des mollahs et sa répression. Cheveux au vent, sans voile, elles se forment au combat. Kalachnikov contre la poitrine. Elles sont convaincues qu'un jour, il faudra faire chuter le régime iranien, armes à la main. Je me sens prête pour entrer en Iran et me battre dès que ce sera possible. Ici, c'est toute une armée d'opposants iraniens exilés qui s'entraînent. Ils sont des centaines dans ces montagnes, de différentes communautés, kurdes, baloutches, arabes. Tous rêvent d'un Iran démocratique et laïque. L'Iran c'est là et la Turquie c'est là. Ok, on continue. Voilà, avec Jean-Noël Barrot, on vous en parlait, ça y est, qui est sur le Charles de Gaulle et qui s'exprime sur l'incident d'hier, un drone qui s'est approché un peu trop près. Le drone n'a pas survolé le Charles de Gaulle. Il est arrivé à proximité, mais en aucun cas il a mis en cause la sécurité du porte-avions et de son groupement aéronaval. D'autre part, ce que je veux souligner, c'est l'efficacité avec laquelle le dispositif de sécurité mis en place par les autorités suédoises et les forces suédoises ont permis de neutraliser rapidement ce drone. Et enfin, s'agissant de son origine, de sa provenance, même si à ce stade je n'ai pas d'éléments pour vous la confirmer, si les propos du ministre de la Défense suédois sont exacts et que la question est posée d'une provocation russe, eh bien elle serait tout simplement dérisoire, puisque comme je le disais, en aucun cas et d'aucune manière, elle a engagé la sécurité du groupement aéronaval. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation de l'origine et la provenance de ce drone. Est-ce que vous allez dans le sens de votre homologue suédois qui lui parle de drone russe? Je n'ai aucun élément pour le confirmer, mais si je dois confirmer quelque chose, c'est que si toutefois il s'agit là d'une provocation en provenance de la Russie, elle est parfaitement dérisoire et ridicule. Le Kremlin a démenti ce matin en parlant même de propos absurdes. Quelle est votre réaction? Au propos du Kremlin, j'en ai pas d'autres que ceux que je viens de vous livrer à l'instant. Et qui avait descendu le drone? Le dispositif de sécurité qui a été mis en place par notre partenaire suédois pour sécuriser l'arrivée à bon port du Charles de Gaulle et de son groupement aéronaval a permis d'éloigner, d'écarter cette menace, si toutefois on peut la qualifier de menace. Is it possible for you to explain in English as well your opinion or comments on this drone incident? Sure. First thing first. Voilà, vous avez compris, donc c'est un point presse donc, qui répond Jean-Noël Barrot à des questions de journalistes, dont des journalistes anglo-saxons, puisqu'il est question aussi de ces exercices menés par le Charles de Gaulle en mer Baltique avec les forces de l'OTAN. On a eu la réaction donc officielle de la France par la voix du ministre des Affaires étrangères à cet incident hier. Le Charles de Gaulle donc
n'a pas été survolé. N'a pas couru le moindre risque. Il n'a pas été survolé. Le drone a été intercepté bien en amont. Il ne veut accuser personne, Jean-Noël Barrot, mais il cite les propos du ministère de la Défense suédois qui accusait, lui, la Russie. Et d'ici, c'est ça, eh bien, la provocation n'a eu aucune conséquence, elle est dérisoire. Dérisoire et ridicule. Ouais. Bah, c'est une réponse à la Russie, même peut-être aux propos du Kremlin, qui lui qualifiait ces allégations d'absurdes. Donc c'est déjà une première réaction diplomatique, mais encore une fois, lui ne confirme pas l'origine, la provenance russe de cet engin. Donc il va falloir attendre peut-être pour en savoir plus, peut-être plutôt côté suédois, puisque si le ministre de la Défense affirme qu'il y a un lien avec éventuellement un navire russe dans la zone, eh bien c'est peut-être qu'il a des preuves et ça... À suivre donc. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. On va enchaîner sur la politique avec, c'est la polémique du jour, Jean-Luc Mélenchon qui a de nouveau provoqué un tollé. C'était hier soir, il était en meeting à Lyon. Vous savez, ce sont les meetings pour les municipales en ce moment qui se succèdent. Et le leader, le tribun de la France Insoumise a livré un long discours, plus d'1 mètre, 1h50, où il s'en est pris aux médias notamment. Et à un moment donné, il a parlé de l'affaire Epstein. Et en s'arrêtant sur la façon dont on devait prononcer ou pas le nom du pédocriminel. Écoutez. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Il dit c'est une mauvaise manière. Mathilde Guénégan nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Bonjour. De notre service politique parce que vous étiez à Lyon. Tout à fait. Pour le meeting. Alors, on précise. Epstein, nous, à LCI, on le prononce Epstein. Pourquoi ? Parce qu'on a vérifié. C'est à l'américaine. C'est à l'américaine. Tous les Américains le prononcent comme ça. Jeffrey Epstein était un Américain et lui-même prononçait son nom Epstein. Voilà, c'est juste la parenthèse fermée. Vous étiez dans la salle. Oui, je vais vous donner un peu le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. On est sur un discours qui est dans le cadre des campagnes des municipales. Depuis le début, Jean-Luc Mélenchon fait des discours qui ont quand même des airs de campagne présidentielle. Il l'assume totalement. L'enjeu, c'est déjà de commencer 2027, de mobiliser les troupes insoumises. On savait qu'il y aurait un passage sur les médias au vu du traitement médiatique depuis ces derniers jours. Ça a été un peu la France Insoumise a considéré que il y a eu des erreurs dans le traitement qui a été fait. Il y a des journalistes qui ont fait des sujets, qui ont fait des éditos dans qu'ils contestaient. On le savait depuis le début de la semaine, avec notamment l'organisation d'une conférence sur on en pourra y revenir, qui n'avait mobilisé que des accréditations pour les nouveaux médias numériques. Notre demande d'accréditation avait été refusée pour lundi. Et donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu la possibilité de poser des questions. Donc on savait qu'il y aurait un passage sur les médias. On ne savait pas la durée. Et en fait, pendant 45 minutes, quasiment 1 heure, Jean-Luc Mélenchon n'a cessé d'attaquer les journalistes, les médias et à la fois les éditorialistes, mais pas seulement. Et en fait, dans son propos, il commence à parler des investigations, des cellules d'investigation, des journalistes qui sortent des enquêtes. Et c'est là où il aborde l'affaire Epstein. Et c'est là où il a 2 propos. Il a un propos de se dire, la question sur le fond, c'est qu'il y avait déjà des mails qui ont été sortis ces dernières années quand Nicole Belloubet était garde des Sceaux. Et sur le fond, il interpelle en demandant comment se fait-il, je cite, vous rapporte les propos de Jean-Luc Mélenchon, que quand c'est une affaire qui implique la France Insoumise, très rapidement ça sort dans la presse, les procès-verbaux, les informations de l'enquête judiciaire. Et donc là, l'interpellation de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire pourquoi rien n'a été fait sur l'affaire Epstein avec les documents qui étaient déjà publiés à l'époque, des mails, et pourquoi on a attendu tout ça. Et en fait, c'est dans cette question-là où il critiquait le côté investigation et qu'il ils ironisaient en disant qu'en fait les journalistes d'investigation prennent juste des procès-verbaux que les sources policières leur donnent ou les sources de juges. Et c'est à la fin de ce propos-là où il interpellait sur le fond que la question de la prononciation a été faite selon les propos que vous avez entendus. Et il l'a fait sciemment, à votre avis. Vous connaissez Jean-Luc Mélenchon, vous travaillez plutôt sur cet espace de la vie politique française. Jean-Luc Mélenchon, ça a été un grand laïc, un humaniste, un historien, etc. On a l'impression quand même que
Là, il a changé de personnage. Les discours sont préparés. Les discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours de nombreuses heures de travail. Il a un système de blocs où il a des idées, il a des choses qu'il veut évoquer. Alors, ils sont pas forcément rédigés comme le prononcé Fréfoy. On n'a jamais des PDF de discours qui sont lus parce que il leur réorganise ses blocs au fur et à mesure et autres. Et là, notamment sur les médias, on s'attendait à une partie, mais pas aussi longue. Est-ce qu'il a rajouté aussi au fur et à mesure? Certainement. Mais on a aussi vu que les propos et la question de la prononciation est déjà quelque chose qu'il avait évoqué lors d'un précédent meeting il y a quelques jours à Montpellier. Donc c'est pas une fois que ces phrases-là ont été sorties, puisque ça avait déjà été tenu il y a quelques jours. Enfin, on s'est posé la question d'ailleurs ici même un soir avec David Pujadas de savoir comment on prononçait. Mais c'est pas tout à fait la même chose quand c'est un journaliste qui se pose la question que lorsque c'est un responsable politique qui en joue. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Mais ce que fait, et qu'a très bien résumé Mathilde, c'est toujours précieux évidemment d'aller à la source, c'est du détournement. C'est-à-dire qu'il détourne une question légitime, qui est dans le débat, pour se victimiser. Il faut le rappeler, évidemment, c'est le moment. Toujours poser la question pourquoi et pourquoi maintenant. Ouais, pourquoi maintenant? Parce que Quentin Dorenc. Et que donc Jean-Luc Mélenchon, il est tout à son opération de diversion, de détournement d'attention. Alors d'abord de captation d'attention, parce que c'est fondamental pour lui il sature les médias, il veut à l'initiative être présent, de la il com. ne veut pas être. Absolument. Il pourrait à la limite, il pourrait faire profil bas. Bien sûr. Il pourrait faire une petite cure. Il en a fait souvent des petites cures d'austérité médiatique. De silence. Là, vous avez remarqué que la France insoumise est extraordinairement présente. Elle est à l'attaque. Vous savez, le maréchal Foch, pendant la guerre de 14, à un moment, il écrit à Clémenceau, il dit « Ma droite cède, mon centre est en déroute, je fonce, j'attaque ». C'est la stratégie mélenchoniste, c'est-à-dire je suis acculé, j'attaque. J'attire l'attention, je suis au centre du débat et je détourne les questions qu'on pose sur LFI à propos de l'affaire Quentin Dorenc pour renvoyer d'autres interrogations. Je me victimise et au passage, et c'est là où évidemment c'est ça qui fait scandale dans le débat public, au passage, j'instrumentalise la question de l'antisémitisme et là je crée un halo. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite? Je ne répondrai pas à la question. Est-ce qu'il instrumentalise l'antisémitisme? Évidemment, évidemment. Et ce faisant, et deux choses. D'abord, tout le monde a applaudi. Il y a eu, oui, parce que c'était vraiment dans une séquence où il y avait la critique des médias était forte, donc en fait, à chaque critique qui était faite des médias, il y avait l'engouement de la salle et tout ça, et donc à la fin de ces propos-là, il y a aussi eu des applaudissements et des rires dans la salle. Et par ailleurs, il a démenti. Donc, il prend quand même les gens pour des... Il a démenti ce matin la dimension antisémite de cette remarque. Alors, des réactions, Magali. Alors, pluie de réactions, effectivement, c'est surtout depuis ce matin que la classe politique accuse Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme. Par exemple, Olivier Faure pour le Parti Socialiste est antifasciste, celui qui combat le fascisme, pas celui qui en utilise les ressorts les plus dangereux. Il parle pas d'antisémitisme, Olivier Faure. Non. Il ne prononce pas le mot. Non, il ne le prononce pas. Non, mais il parle des ressorts les plus dangereux. Ouais. Ni Marine Tondelier. Marine Tondelier, justement, pour les écologistes, elle ne prononce pas le mot antisémite. Elle dit mais non, mais ça va pas, non. Vraiment, rien ne va dans ses propos, rien, ça suffit maintenant. Aurore Berger, elle... C'est à l'avantage d'être un peu plus clair, là. Ouais. Le cas de moi, je trouve, oui. Marine Tondelier, attendez, rien ne va plus, rien ne va. Attendez, vous voulez quoi? Aurore Berger, non, mais quand on dit ça va pas, non, c'est quand on vous a marché sur le pied. Non, je suis Team Pila, là. Ok, c'est votre avis. Ce n'est pas nommé. Elle n'a pas assez nommé les choses. Toi, Alors après, Marine Tondelier, on avait eu la question aussi, parce qu'en fait, la question ça va être les conséquences en fait politiques de toutes ces polémiques à répétition. Marine Tondelier a répondu à nos questions quand elle était en déplacement à Toulouse sur la question de la violence du débat politique en disant qu'elle attendait que la France insoumise fasse des clarifications. Cet après-midi, elle est en déplacement à Poitiers aussi pour les élections municipales. Nous avons une équipe qui va la suivre. Et donc, on espère aussi avoir un moment où on va avoir une interview et lui poser la question. La gauche peut être un peu gênée. Il y a François Hollande qui est beaucoup plus clair, là, cette fois-ci, avec un long
long message qui a été posté. On va le voir. Donc l'ancien chef de l'État qui, à son tour, a régi. Donc c'était en fin de matinée. C'est beaucoup trop petit pour moi. Les abus de langage traduisent souvent les dérives de la pensée. Ah ben si vous me l'enlevez, là, je pourrais plus le lire du tout. Oui. Hein? Alors remettez-moi le SMS, enfin pas le SMS, le post. Voilà, le post de X. Bon. Parce qu'en fait, c'est arrivé pendant notre émission, on va rien vous cacher. Voilà, les abus de langage traduisent souvent les dérives de la pensée. Puis chacun doit prendre ses responsabilités. Et il y a une suite, à force de verser dans les allusions les plus scabreuses, Jean-Luc Mélenchon a fini par tomber dans les formules antisémites les plus insupportables. Oui, là c'est clair. Il appelle chacun à prendre ses responsabilités, effectivement. Donc chacun devra en tirer toutes les conclusions. Donc là, c'est quoi? C'est un message à ses amis socialistes écologiques. Oui, c'est un message à Olivier Faure, le patron du PS, pour qu'il clarifie totalement l'union au second tour et la stratégie au second tour. C'est très sévère le message de François Hollande. Mais comme Mathilde l'a très bien expliqué, et c'est toujours évidemment précieux d'avoir des rubricards, comme on dit, ou du reporter de terrain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, hier soir, selon les sympathisants LFI, nombreux sur les réseaux sociaux, et certains avec qui j'ai pu discuter, ils considèrent que de leur point de vue, c'est assez vrai, hier soir, Jean-Luc Mélenchon a fait, comme on dit, une masterclass. Il a été très bon. Non, il a été. Vous voulez dire ? Non, mais je parle de la forme, je parle pas du fond. Je parle de la forme. Il a été à son meilleur, de son point de vue. Pour les militants. Pour les militants, pendant 1h50. Son discours, effectivement, à travers des fiches, à travers des séquençages, était extrêmement préparé, voire peut-être répété, parce qu'il y avait un mimique et il y avait des gestuels qui étaient extrêmement précises. Deuxièmement, effectivement, il y a des questions qui se posent, mais les condamnations, pas de violence politique, LFI va trop loin, Jean-Luc Mélenchon va trop loin, de la part des socialistes et des écologistes et des communistes. Mais tout ça, c'est terminé, c'est derrière nous. Il y a des questions extrêmement fondamentales qui se posent. C'est un nouveau point de bascule hier soir, la provocation de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'elle est calculée. Alors, elle s'est calculée. Est-ce que le gouvernement a eu raison de réagir? Parce que ça a fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur ce matin. Non, mais jusqu'au président de la République, surtout. Et voilà, j'allais y venir. Ouais. D'abord, on écoute le ministre de l'Intérieur. Je condamne très fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon et qu'à un moment, l'ambiguïté, les masques doivent tomber. Voilà, on ne joue pas avec des mots comme ça. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai souvent entendu et combattu dans la bouche de M. Dieudonné et d'autres humoristes ou polémistes qui jouent sur cette forme d'ambiguïté pour ne pas nommer les choses, mais on voit bien tout ce qu'il y a derrière et ça n'est pas acceptable. Donc la polémique, elle n'est pas anodine. Pour que le ministre de l'Intérieur lui-même réagisse et pour que Emmanuel Macron, sans un mot. Emmanuel Macron, il a fait quoi ce matin? Il a retweeté une partie de son discours en l'honneur d'Ilan Halimi. C'était à l'Élysée à la mi-février. Et il a reposté cet extrait. Écoutez. L'antisémitisme d'extrême gauche, qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races, dans de glaçants amalgames, et qui le dispute à celui de l'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse. Toutes ces expressions contemporaines de l'antisémitisme qui se recomposent et se combinent avec ces formes plus anciennes rendent possible l'inacceptable banalité du mal. Pas besoin d'un mot du chef de l'État, c'était très clair en repostant aujourd'hui cet extrait du discours. Est-ce qu'ils ont raison, donc les têtes de l'exécutif, de s'engouffrer dans la polémique et de réagir officiellement? Renaud, ça n'est pas l'illustration de ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a parlé de Quentin ce matin? Non. La réponse c'est non. Vous voulez sortir d'une affaire, créer une affaire dans l'affaire, disait Charles Pasqua. Non, mais Charles Pasqua disait, lorsque vous êtes embêté par une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire, et si ça ne suffit pas, vous créez une affaire dans l'affaire dans l'affaire. Et effectivement, mais alors après, effectivement, c'est une des stratégies de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, alors, pour répondre à votre question, évidemment que tout le monde, je dirais, tombe dans le piège. On peut pas ne pas en parler, on peut pas ne pas condamner. En tout cas, la tête de l'exécutif ne peut pas être pas condamnée, et c'est le rôle, effectivement, en tout cas politique, du chef de l'État et de l'ensemble de la classe politique, de condamner de leur point de vue. Mais là où, effectivement, je trouve, c'est personnel, qu'on tombe dans le sinistre et la nausée. Enfin, la vie politique
tombe dans le sinistre et la nausée. On en est à qualifier la prononciation des noms, des noms de famille. On en est à savoir si un tel ou un tel est antisémite à 15 jours d'un scrutin. Et dernière chose sur la stratégie, il me semble que Jean-Luc Mélenchon, c'est le trotskisme, c'est-à-dire je veux tuer la gauche, or elle est fille. Ils sont empêtrés dans un piège incroyable. Les sociodémocrates sont des sociotraîtres. Mais non, mais voilà. Ils sont, comment voulez-vous, il y a des municipales, il y a une trentaine de villes où ils sont alliés. La droite va dire, est-ce que vous excluez les candidats LFI de vos listes? Qu'est-ce que vous voulez que dise le PS? Qu'est-ce que vous voulez que dise Europe Écologie? Donc, on tue la gauche, on tue les écolos. La droite et le centre vont être également piégés parce que dans certaines villes, le RN va dire, vous faites pas alliance avec nous contre eux? Donc, on tue tous les partis, on se retrouve RN, plus ce qu'ils appellent le parti antifasciste, et comme Jean-Luc Mélenchon, son fort intérieur, j'en suis persuadé, sait qu'il ne sera pas président en 2027, eh bien, ça sera le parti d'opposition frontale, antifasciste, avec évidemment, peut-être, le désordre de la rue. Peut-être le désordre de la rue, c'est ce que vise Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est désolant, c'est que la gauche a nourri en son sein, et c'est lui qui, évidemment, l'entretient. C'est le diable de la République. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'on dit que le gris-gris de ce titre-là est passé de Jean-Marie Le Pen à une époque à aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Mais là, si vous voulez, en utilisant encore une fois l'antisémitisme, et je ne répondrai pas parce que je le disais tout à l'heure, effectivement, on est piégé. Est-ce qu'il est antisémite? Est-ce qu'il n'est pas antisémite? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Que les politiques et les associations disent c'est de l'antisémitisme, c'est leur rôle. Moi, je ne sais pas s'il est antisémite, je ne sais pas s'il croit ce qu'il dit, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il utilise avec un cynisme nauséabond les ressorts de l'antisémitisme pour émerger dans le paysage politique comme celui qui sera le meilleur rempart au Rassemblement national qui, lui, à mesure, se normalise. Et je suis d'accord avec Renaud, une fois n'est pas coutume, le débat politique français est franchement très médiocre, très abîmé et quand même assez inquiétant. Et la France fracturée. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces analyses et merci Mathilde d'être venue. Vous venez tout juste de Lyon, là. Vous venez d'arriver à la gare. Restez avec nous, bien évidemment. Christophe Moulin à suivre pour LCI Direct. Vous retrouvez Éric Brunet à partir de lundi. Bonnes vacances, merci Magali. beaucoup, c'est gentil. Merci Pascal pour cette semaine. Bon après-midi à tous. Bonnes vacances, Magali.